Bonjour, c'est Virginie Grimaldi. Je suis très heureuse de vous accueillir pour un nouvel épisode de Cahiers de brouillon. Je suis très heureuse de recevoir mon invité du jour. Un lundi sur deux, je vous présenterai quelqu'un qui écrit et j'échangerai avec cette personne. Donc ça peut être aussi bien un romancier, un écrivain, essayiste, scénariste, humoriste, parolier. Et voilà, je vous souhaite un bon épisode. Ça va ? Très bien. Donc j'ai une petite intro pour toi, qui est très courte. Mon invitée du jour est journaliste, autrice, romancière et éleveuse de créoles. Elle utilise sa voix et sa plume comme un projecteur qu'elle braque sur ce que la société préfère laisser dans l'ombre. Dans ses essais comme dans ses romans, elle transforme l'intime en réflexion collective et elle ose aborder les sujets les plus difficiles sans jamais renoncer à l'humour, à l'intelligence et à la nuance. J'avais très envie de parler avec elle de son processus créatif, des mots que l'on choisit et de ceux que l'on écarte, de ce qu'écrire peut réparer ou non. Je suis donc très heureuse de recevoir Julia Foyce. Mais moi, je suis ravie d'être là. Merci beaucoup, Virginie. Merci, moi aussi. On se connaît depuis peu. Mais depuis 10 ans, en fait. Mais depuis 10 ans. C'est une expérience assez étrange qu'on est en train de vivre, où globalement, on est passé très vite du premier post écrit sur WhatsApp, sur Insta, à, je pense qu'on est allé jusqu'à 10 vocaux par jour sur WhatsApp, et ce, en un temps record. Donc, on a l'impression de se connaître depuis 10 ans, alors qu'on s'est vu pour la première fois aujourd'hui. Et il y a eu un jour où il n'y a pas eu de vocaux. Et ça nous a manqué. C'était chelou. C'était vraiment bizarre. Je me suis dit, tiens, j'ai pas eu mon vocal de Julia aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Non, je suis très très contente de te recevoir ici. C'est la première fois que j'enregistre l'intro devant l'invité. Preuve que je suis en confiance. Je suis honorée de cette confiance. Et donc, on va parler écriture, processus créatif. Et ça va aussi partir dans tous les sens. Bien sûr. Et c'est le but. Bien sûr. Et on va se marrer, j'espère. Ma première question va être un retour dans le passé. Est-ce que tu te souviens de toi en train d'écrire enfant ? Autre chose que les devoirs. Ouais, t'écrivais. Ouais. Alors, je me souviens de deux choses. Je me souviens de mes amis imaginaires. T'en avais plusieurs ? J'en avais 3. Il y avait 2 filles et un garçon. Ok. Ils avaient des prénoms. Oui, on veut les prénoms. Alors, il y avait Franjoc. Ah non, c'était pas des prénoms, c'était des... je l'avais inventé, Mercotte et Merculaire, voilà. Okay. Et en fait, je passais beaucoup de temps avec les 3, ce qui rendait folle ma mère, parce que j'arrivais en retard pour tout. Parce que, par exemple, quand on allait avec on était 4 enfants. Il fallait qu'ils se préparent. Bah oui. Tu les attendais ? Bah oui. Je disais, mais maman, ils sont pas prêts. T'avais quel âge ? Alors là, je devais être en maternelle. Et ça a duré, jusqu'en début de primaire. Ça me rassure tellement. Tu sais que mon fils, il a 6 ans. Alors là, ça y est, c'est fini depuis quelques mois, 1 an, je dirais. Il dit mes mecs. Avec mes mecs, alors ils vivent des aventures. Ils vont faire du surf sur des volcans. Ils construisent. Et une fois, il devait avoir 4 ans, je lui dis, mais tu sais, t'es pas obligé de raconter des histoires extraordinaires pour qu'on t'écoute. Tu es intéressant. Ouais. Mais j'invente rien, maman. Il m'est hyper en colère. Et je lui disais, chérie, tu sais que tes mecs, ils existent pas. Mais si! Et j'ai une vidéo de lui avec le regard noir en train de les défendre mordicus. Et toi, c'était pareil. Et tu les voyais vraiment? Ah oui, je les vois encore, là. Je peux te les décrire. Bien sûr, je peux te les décrire. T'avais conscience qu'ils n'existaient pas ou Pas vraiment. Ah ouais, parce que j'ai jamais eu, donc vraiment. Ça me fascine. Non, moi j'ai eu beaucoup ça, et donc je passais beaucoup de temps à parler avec eux, avec elles deux, les 2 filles, et puis avec le garçon. Et il y avait des histoires d'amour entre... Non, en fait, c'était mes amis. Okay. C'était mes amis. Et alors après, j'étais une petite fille qui avait la tête dans les nuages tout le temps. Après, j'avais un père qui m'inventait beaucoup d'histoires. Donc lui, ça lui plaisait beaucoup, au contraire, que j'ai ce monde-là dans ma tête. Ça l'énervait beaucoup moins que ma mère. Et ça, alors, ils ont disparu, mais par contre, j'ai continué à me raconter des histoires. J'avais des bains qui duraient pendant des heures parce que j'inventais n'importe quoi. Donc une imagination débordante. Et ça, par contre, ça c'est resté. C'est-à-dire que mais j'ai des potes que ça fait beaucoup rire parce qu'ils me disent, mais t'as combien de personnages qui te font des histoires dans ta tête au même moment? C'est génial. Ça, c'est tout le temps. Et c'est assez cool parce que du coup je m'imagine plein de trucs. Et puis tu t'es jamais seule? Ah non. Ah, on est plusieurs là-dedans. Ah mais ouais. Je connais ça. On est très nombreux. Donc ça, oui, m'inventer des histoires et m'inventer des personnages, ça a toujours existé. Écrire des histoires, alors écrire beaucoup aussi. Mon père m'y a beaucoup encouragée. Et puis il y a une prof qui m'a tout cassé en 6e, je me souviens très bien. Je fais une rédaction comme ça, moi j'aimais beaucoup ça. Et en fait, elle m'a convoquée au tableau, elle m'a dit qu'elle voulait recevoir mes parents. Séance tenante parce que j'avais menti, c'était pas moi qui avais écrit. Et l'humiliation publique devant la classe et tout. Et
Moi, j'étais estomaquée parce que... C'était tellement bon qu'elle n'y croyait pas, mais elle a complètement En tout cas, pour remis elle, en c'était une doute. écriture d'adulte, en fait, et que je pouvais pas avoir ça dans ma tête. Et encore, elle savait pas encore que j'avais eu trois copains imaginaires. Hein. Et pour elle, c'était pas possible. Donc, je mentais. Et moi, j'étais... C'est en hyper plus, injuste. Tu sais comment sont les enfants, tu sais, quand t'es accusé à tort, c'est C'est horrible, terrible. quoi. Et moi, je pleurais, du coup, tu perds tes moyens, parce que tu te dis, mais non, mais c'est moi. Et elle voyait dans cette perte de moyens la confirmation de ce qu'elle pensait. De ta culpabilité. Voilà, ça a pris des proportions de dingue. Mes parents sont allés la voir en disant qu'ils n'avaient pas écrit à ma place. Elle n'y a pas cru. Mais non, mais moi, il y a un truc qui s'est, à ce moment-là, que j'ai mis sous le tapis pendant un paquet d'années, parce que je me suis dit, bon, bah voilà, si c'est pour me faire humilier publiquement, en fait, moi, je... Alors après, j'étais quand même bonne en français et tout, mais le plaisir avait disparu. Ah ouais, et tu t'obligeais à écrire moins bien ou non? Non, mais j'avais moins de plaisir, donc forcément, c'était moins bien. Ah, c'est terrible. Et c'est revenu quand? Par le journalisme, en fait. Parce que je crois que là, je me suis accordé l'autorisation d'écrire, mais parce que c'est des papiers, ou pour la radio ou pour la presse. Donc, 1, c'est des formats plus courts. 2, c'est pas très incarné, surtout au début. Oui. Et 3, je suis là pour rapporter le réel, donc je suis une sorte de passeuse. Oui. Donc ça va, je prends pas trop de place. Et pas trop de risques non plus. Enfin, c'est un autre type de risque, mais en termes d'écriture, je fais un Il n'y a métier, pas tes pensées dedans, parce que c'était en cause, c'était ta plume et tes pensées aussi. Je pense, le fait que tu puisses penser ça à cet âge-là, qui était étonnant. Oui, et là, du coup, l'exercice journalistique, enfin, on te fait croire en plus en école que c'est très neutre, c'est tout sauf neutre. Mais à l'époque, tu crois qu'il y a une façon neutre et objective d'écrire les choses, et donc tu te colles dans une espèce de moule. Tu sais qu'à la radio, tu vas faire des papiers de 40 secondes ou d'une minute 15, enfin, voilà, qu'il y a un sujet et un angle donné, qu'il y a un temps aussi pour les écrire, il y a des deadlines, il y a tout ça. Donc, tu écris ça, et en fait, moi, je me faisais la plume. Comme ça. Je me rends compte aujourd'hui qu'en fait c'était une façon C'était un entraînement, mais de façon le plus neutre possible, avec un style le plus neutre possible. Oui, à l'époque, oui, mais en fait assez vite, je suis partie sur des choses beaucoup moins neutres parce que, alors j'ai fait mes classes, je fais comme ça parce qu'il faut quand même rappeler à celles et ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent qu'en fait on est en train de crever de chaud et on va finir en petit liquide à la fin de ce podcast. Ouais. Mais bref, donc on est en pleine canicule. Pardon, on brille. Si on a les cheveux collés. Nous sommes brillantes. Pardon. Alors après, moi, je suis hyper contente parce que j'y suis il y a pas très longtemps. C'est un glow. J'ai plein d'anecdotes pas intéressantes comme ça. Mais que, en fait, les gens qui suent beaucoup, et notamment du visage, ce qui est mon cas, c'est qu'en fait, on a un super bon métabolisme qui est fait pour bien supporter la chaleur. Bah oui, parce qu'on évacue. Bah dis donc. Ouais. Donc en fait, moi, je m'inquiéterais pour les gens qui ne suent pas. Voilà. En ce moment, je suis pas sûre qu'ils soient nombreux, mais je suis très facilement du visage, donc je suis ravie de cette anecdote. Ton corps fonctionne. Ok, j'évacue. Ah oui, tu évacues. Super. C'est très bien. Et c'est toujours au niveau de la moustache là. Ah là, c'est horrible. Là. Ah moi c'est la moustache. Non, mais tu veux un petit Kleenex? Après, tu as aussi le cheveu. Tiens. Et le cheveu, c'est facile pour les mecs qui ont le crâne rasé de pas suer. C'est vrai. Nous, on a une espèce de couverture sur la tête en fait. Ça donne très chaud. Enfin, c'est comme si on se baladait avec un bonnet quoi. Ça, ouais. Mais je crois que globalement, non, j'allais dire une connerie. J'allais dire on a plus chaud que les hommes, mais c'est pas vrai. Je sais pas d'où je. Si, on a un métabolisme qui est plus lent. Ah, voilà. Donc en fait, on régule moins bien la chaleur plus. Ouais. Bon après ça va, comme on fait plein de trucs vachement mieux, c'est pas très grave. Hein, mais oui, mais ça par contre, on a pas mal d'inconvénients par rapport à eux aussi. Hein. Ah bah. Ouais, on fait des choses bien. On fait des choses bien, mais on reçoit des choses. On part de plus loin. Ouais, on part de plus loin. L'autre jour, je me disais, j'arrive en préménopause là. J'y suis, hein, j'ai un pied et demi dedans. Pardon, je me suis déjà tapé les règles, je me suis déjà tapé les accouchements, les grossesses, les hémorroïdes post-accouchement. Et là, en plus, je donne c'est horrible la préménopause. Alors, les sautes d'humeur. Je sais pas si autour de moi ils verront la différence par contre. Voilà, c'est les sautes d'humeur. Non, et t'es sensible aux hormones habituellement? Oui. Moi aussi hypersensible. Donc là, j'en tire la conclusion que c'est ça qui me rend comme ça. Je passe vraiment du rire aux larmes, à la colère explosive, c'est à l'envie de crever, foutez-moi la paix, je vous ralentis. Ah vraiment, c'est terrible. Alors, et à la dépression profonde. Mais moi, je dirais que on est d'autant plus bluffante que c'est pas qu'on part de plus loin, parce que si tu réfléchis, par exemple, on a un clitoris qui est quand même vachement plus équipé qu'un gland. Hein. Oui. Je crois que c'est 8000 terminaisons nerveuses contre 4000. Mais on ose moins s'en servir, tu vois, parce qu'on nous a appris à moins nous en servir. Eh ben,
Ce que je veux dire par là, c'est qu'on nous met des poutrelles métalliques dans les roues. Oui. On nous rajoute la ménopause, on nous rajoute les règles, on nous rajoute tout ce que tu veux. C'est ce qui nous rend aussi résistantes. N'empêche qu'on est en titane, quoi. Ouais, c'est vrai. Alors, on aimerait bien ne pas avoir à être en titane, et peut-être qu'au siècle prochain, on pourrait être aussi médiocre, aussi molle et aussi fragile. Oui, peut-être. On y croit. Voilà. Mais pour l'instant, la vie a fait que on a quand même un corps qui fonctionne plutôt bien. Bah, grave. Sur la douleur, là, je voyais une vidéo l'autre jour où ils ont testé une machine qui reproduit, soi-disant, les douleurs de règles sur les hommes. Ouais. Ils sont dans tous leurs états à un niveau très bas, et les femmes, quand elles le testent, elles le sentent même pas. Alors, pour le coup, ils auraient ces douleurs-là, bien évidemment qu'il y aurait déjà tout ce que tu veux. On aurait tout l'arsenal, évidemment. Que nous, on aurait appris à accoucher sans être là, si c'était eux qui accouchaient. Évidemment. Donc, pour en revenir, on disait quoi? Pardon. Alors, tu avais déjà des idées affirmées comme ça, comme aujourd'hui, tu avais envie de porter des messages, et donc tu as osé directement prendre... Non. Ce qui m'intéressait, j'ai voulu faire ce métier parce que moi, les humains m'intéressaient. Ça veut pas dire j'aime tout le monde, ça veut dire que la machine humaine, comment elle fonctionne, me fascine. Comment elle résiste, comment elle se prend des baignes, comment elle se relève, comment elle aime, comment elle respire, ça me fascine. Donc, journaliste société, c'est bien parce que c'est pas une spécialité. Donc, tu fais absolument ce que tu veux. Et le truc, c'est que quand tu mets le nez sur des questions de société, au sens très large, très vite, les inégalités te pètent à la gueule. Mais très, très vite. Surtout quand, comme moi, tu viens d'une famille qui a une conscience de gauche, et quand, comme moi, tu as fait ta première manif, tu étais dans le ventre de ta mère, en gros. Donc, la spécialisation s'est faite à bas bruit. C'est-à-dire que petit à petit, moi, c'était ces sujets-là. Petit à petit, je prenais conscience du pouvoir qu'on avait aussi. Et donc, je me suis dit, j'ai eu envie de l'utiliser à bon escient. Et puis voilà, les choses sont arrivées comme ça. Et de fil en aiguille... je me suis surspécialisée, mais c'est pas un choix conscient, c'est que vraiment les choses sont faites comme ça. Et puis t'es allée là où tu étais appelée, où tes convictions t'appelaient en fait, les convictions qui se sont construites. Vraiment, vraiment. Et ça, quand tu es dans un livre, c'est autre chose. Les gens vont faire la démarche d'acheter le livre parce que ils ont peut-être déjà des accointances avec ce que tu y racontes. Ouais. À la radio ou dans un journal, c'est pas forcément le cas. Comment est-ce que les mots que tu choisis dans ces cas-là, ils sont différents? Est-ce que tu fais attention? Est-ce que tu te censures un peu plus peut-être en tout cas quand tu as commencé, si on part sur un truc chronologique? En fait, moi, vraiment le déclic féministe, il se fait en 2007. Donc je suis sortie d'école depuis 7 ans. J'ai moins de 30 ans et ma rédactrice en chef de Marianne me commande peut-être en 2010, un état des lieux du viol en France. À l'époque, faut imaginer, à l'époque, on n'en parle absolument pas, ça n'existe pas. On est encore sur des faits divers qu'on ne relie même pas entre eux, quoi. Et donc, je fais cette enquête. Et je me rends compte, moi, du système de violence masculine que je n'avais jamais nommé. Et tout à coup, j'ai des chiffres. Et tout à coup, j'ai des mots. C'est-à-dire, j'ai la fréquence des viols. Et puis, j'ai aussi le mot systémique, par exemple, que je ne connaissais même pas. Et c'est le moment aussi où je lis Virginie Despentes. Et pour moi, c'est une déflagration. Il y a quelque chose il y a clairement un avant et un après. Et là, je me mets à écrire de façon de plus en plus engagée. Officiellement, je suis toujours sur des questions de société. Quand je suis en presse écrite, je fais un peu plus ce que je veux parce que le poids des mots est moins fort quand même. Les gens peuvent lire, reposer, y revenir. Et puis, il y a un acte d'achat aussi sur la presse écrite. En radio, les gens avaient l'impression à l'époque de la redevance que la radio leur appartenait. Oui. Et donc, on faisait un peu plus attention. Mais rien que le fait de parler de ces sujets-là était en soi un engagement. Ah oui, c'était déjà politique. Quelque chose. Oui, bien sûr. Donc voilà. Après, le point de bascule, ça a vraiment été, c'est 2017, où à ce moment-là, moi, je tiens une chronique très sagement féministe sur France Inter, où en gros, on me dit que je peux parler de la couleur des layettes, le bleu, le rose. Pourquoi? Mais la couleur des cocards, donc les violences conjugales, ça, on n'en parle pas trop. Et moi, je fais ce qu'on me demande, je me dis, c'est déjà ça. C'est-à-dire parler d'inégalité salariale, je pouvais... C'est déjà ça. Il fallait pas aller trop loin, il fallait pas choquer. Non, il fallait pas plomber l'ambiance, quoi. Ok. Voilà. Il fallait que ça reste léger. Je boue. Oui. Et en fait, je me souviens très bien d'un jour où j'arrive à la radio, je traverse vraiment la rue et j'appelle ma sœur. On est très proches, on est 3 sœurs, on est très proches. J'appelle ma sœur et je lui dis putain, j'en ai vraiment marre d'être gentille, quoi. Quand on voit ce qu'on se prend dans la tronche, puis en plus, c'est compliqué d'être gentil quand on a tous les chiffres
et qu'on nous les rappelle. Enfin, mon métier consistait à avoir le nez dedans en permanence, quoi. Donc il y avait un truc qui chez moi était vraiment en plein bouillonnement et il se trouve qu'on est pile au moment de l'explosion de Balance ton porc. Oui. C'est-à-dire que ce qui est fou, c'est qu'au même moment, il y avait des centaines de milliers de femmes dans le monde entier qui en avaient marre d'être sympas. Et moi, je fais à ce moment-là, j'arrive à la radio, je suis en avance, comme c'est très rarement le cas, j'aime pas trop être en avance, donc je me dis je fume une clope sur le parvis tranquille, et là j'ouvre mon Twitter et je vois qu'il y a ce Balance ton porc, je vois plein de tweets. Donc je me dis putain, qu'est-ce qui se passe ? Et il y a un truc qui est assez cool quand t'es féministe, c'est que t'as vraiment l'impression d'être avec une bande de copines et de sauter dans les flaques. Ça, c'est quand même très agréable. Tu te sens portée. Oui. C'est très jouissif, c'est très ludique. C'est très... Donc je me dis, qu'est-ce qu'elles font les copines quoi, je regarde. Je dis, d'accord, faut balancer le mec. Okay. Et je me dis, en plus, comme j'ai toujours ce petit côté scolaire, je comprends assez vite que la consigne, c'est de parler de harcèlement sexuel, pas moral, et donc pas de viol, sur le lieu du travail. Je me dis, c'est bon, comme tout le monde, j'ai 18 anecdotes, donc j'ai qu'à me pencher pour les ramasser, quoi. Le truc qui m'emmerde, c'est que j'ai pas envie de le nommer parce que, pas par peur, mais que simplement, je sais très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en nommer un, c'est dédouaner tous les autres. Donc ça m'emmerde. Et comme les règles du jeu semblent être de nommer, je me dis, merde, je fais quoi ? Et puis, je vois arriver les premiers tweets où on ne nomme pas. Je me dis, je peux le faire alors. Je prends mon téléphone, je tire sur ma clope, clac, je fais mon tweet, bim, je balance, je pars à l'antenne. J'ai 2 heures d'antenne. Ok. Tranquille. Pendant lesquelles tu regardes pas ce qui se passe. Pas du tout. Alors franchement, je me rends absolument pas compte de ce qui est en train de se passer. Ouais. Alors, je rappelle pour les plus jeunes qui nous écoutent que Balance ton porc, c'est juste quelques jours avant MeToo. Est-ce que des jeunes vont nous écouter ? On vient de parler ménopause. Celles et ceux qui n'ont pas encore le souvenir de cette période-là, on est juste avant MeToo, mais ça se joue à 48 heures. Hein. C'est la version française du mouvement. Et en fait, c'est quelle année 2018 ? C'est 2017. 17. Ouais. Et donc moi je fais ma petite émission tranquille, hein, voilà. Je sors de là, je reprends mon téléphone et là je vois la marée de retweets et je vois que le truc continue de tourner. Je comprendrai quelques jours plus tard qu'en fait on n'est pas très nombreuses à avoir eu un métier public et à le dire. Et en plus, moi, je dis petit couloir, grande radio, et donc tout le monde pense que c'est France Inter. Comprendre, ok. C'est pas du tout France Inter, hein. Mais je les ai pas, j'ai pas démenti. Non, parce que non, pour pas donner de nom, il y en avait plein aussi. C'est ça, pour pas donner de nom et absoudre les autres. Ah bah non, non, de toute façon c'est tout le système qui est déroulé par ça. Donc je commence à avoir une pluie de demandes d'interview. Parce qu'on n'est pas très nombreuses à l'époque. Oui, dans le domaine public. Oui, bien sûr, à avoir un métier public à en parler. Oui. Donc, moi, tout ça, je le raconte la semaine d'après dans une chronique. Et je raconte aussi ce que je prends dans la tronche, hein, parce que voilà. Je raconte les commentaires dégueulasses. Je raconte tout ça et j'en fais une chronique. Des commentaires dégueulasses. Oui. Alors, pas directement sur. Si, j'en ai eu un peu, mais je les oublie très vite. Mais j'ai eu des trucs du genre très désobligeants sur le fait que c'était forcément un arabe qui m'avait fait ça, en gros, pour faire quoi. Des commentaires hyper racistes. Des commentaires, c'est vrai qu'à l'époque, c'était moins courant. On est tellement habitués aujourd'hui, malheureusement, à avoir ce genre de commentaires. Oui. Mais à l'époque, c'était peut-être moins décomplexé, en tout cas. Ah oui. Donc, tu les vois. Oui, c'est violent. Et donc, en fait, je raconte tout ça. Tu n'as pas envie de générer ça, en plus. Non. Tu te dis que c'est ton tweet qui a pu générer ce déversement. Oui, je comprends tout à fait. Et je le raconte la semaine d'après. Je raconte vraiment, je fais une chronique de 4 minutes où je raconte tout ça. Et en fait, cette chronique-là explose tout. Donc, ma direction, qui jusque-là m'avait demandé de rester calme et de ne parler que de layette, me dit, en fait, vas-y. Incroyable. Et à partir de là, j'y vais. Donc en fait, c'est le succès que ça peut avoir et donc les ventes que ça peut le fric que ça peut rapporter. L'audience en tout cas, qui fait que on le découvre pas, mais c'est cela dit, tant mieux parce que c'est ce qui t'a ouvert la porte au reste, quoi. Alors après, donc il y a cette chronique qui se met à cartonner. Alors pour la petite histoire, 3 ans plus tard, on me demandera d'arrêter parce que c'est pas assez feel good. Mais il y a quand même eu 3 ans pour lesquels j'ai peut-être retombé l'intérêt. parce que je crois que les choses se sont petit à petit tendues. Les féministes prenant de plus en plus d'envergure et de terrain, on s'est rendu compte du pouvoir qu'elles avaient et donc on leur a demandé de fermer leur gueule. Oui. En gros. Faut pas non plus qu'elles atteignent leur but. On veut bien leur faire croire qu'elles vont y arriver, mais on veut pas non plus Tant que j'étais seule, comment dire, on pouvait penser que ce serait moi, c'était ma petite colère dans mon coin, et puis voilà. Quand on se rend compte qu'en fait, il y a
il y a tout un mouvement qui me dépasse, mais ô combien, qui me préexiste, mais ô combien, et qui donc du coup va faire, non pas des petits, mais des petites. Là, bon, et donc cette chronique a fini par sauter. N'empêche que j'ai eu 3 ans où je me suis éclatée. Et pendant ces 3 ans, je parle beaucoup du pouvoir de la parole. Et je dis beaucoup aux filles, n'ayez pas honte, c'est pas à vous d'avoir honte. Voilà. Hyper important, parce qu'on l'avait pas entendu avant. Ouais. Et là, je me dis, il y a quand même un problème. Oui. Comment je peux dire ça à longueur d'antenne? Et moi, je raconte pas mon histoire, moi, je la tais. En fait, il y a un truc qui va pas. Donc, j'ai écrit Je suis une sur deux, et ça, c'était en 2020. Donc, il m'a fallu 20 années d'écriture avant de me dire, en fait, si, je vais l'écrire, cette histoire-là. Je vais y aller, Et là, donc c'est un livre tout de suite. Tu n'en as pas parlé avant à la radio. La première fois que tu en as parlé, c'est vraiment dans ce livre. Non, du tout. Alors, les gens l'ont toujours su. En fait, j'ai eu la chance de ne jamais avoir à le taire. Publiquement, non. Alors, publiquement, non, mais parce que c'était un sujet pour personne. C'est-à-dire qu'on s'est mis à parler de ces sujets-là publiquement en 2017-2018. Donc, 2020, il ne se passe pas beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Si tu veux, je peux le dire. J'ai en fait Pardon, je ris parce que en fait, il faut que les gens sachent que à force de raconter une histoire aussi atroce soit-elle, c'est comme si les mots s'émoussaient et perdaient de leur charge émotionnelle. Et c'est comme si tu récitais quelque chose finalement. Comme si c'était loin de moi. Je ris parce que j'allais dire d'un ton hyper détaché. À 20 ans, j'ai été violent, ensuite il a été acquitté. Et je me suis dit, merde, les gens vont se dire, waouh. Donc, je prends des gants. À 20 ans, j'ai donc été violée. 3 ans plus tard, il était acquitté parce que... Bon père de famille. Bien sûr. Ah bah oui, puis il paye ses impôts. Oui, il paye ses impôts. Donc, pardon Virginie, mais est-ce qu'on a déjà vu un contribuable violer des gens? Non. Donc c'était pas possible. S'il suit les règles. Donc c'était pas lui. Non. Voilà. Donc il a été acquitté et là il vit des jours tranquilles dans le sud de la France et puis... c'est terrible. Puis voilà. On en rit, mais c'est tellement tragique. Mais c'est devenu tellement courant aussi, ce genre d'histoire. Maintenant on le sait. C'est ça. Maintenant on le sait. Mais toi, tu as été une des premières à le dire, sinon la première. Et avec ce sous-titre qui était presque provocateur, mais hyper fort, c'était... j'ai eu de la chance, j'ai eu le bon viol. J'ai eu le bon viol, voilà. Parce que, quoi qu'il arrive, je suis quand même dans une démarche qui est collective, c'est-à-dire que je ne vais pas raconter mon histoire pour la raconter. Déjà parce que moi, j'ai eu la chance d'avoir un entourage hyper aidant, hyper soutenant, donc je n'ai pas eu de coming out à faire. Je n'ai pas eu à dire celle que vous côtoyez porte un secret depuis des années et aujourd'hui c'est un cri et j'ai besoin de le hurler. C'est pas du tout ça. Moi, quand ça m'est arrivé, mes parents ont été super, ma famille a été super, mais mon amoureux de l'époque a été super. Et par la suite, tous les gens qui m'ont entouré là-dessus, aucun problème en fait, ce qui est très rare. Oui. Ce qui devrait être le cas tout le temps, mais ça n'est malheureusement pas. Je pense que ça a été le cas pour moi parce que j'avais 20 ans, j'étais pas un enfant. Ensuite, donc... Tu penses que parce qu'on n'écoute pas les enfants. Oui, les enfants sont moins entendus, bien sûr. Donc, voilà. Ensuite, moi, il se trouve que ce que j'ai vécu, c'est un viol de rue. Donc, c'est celui qui est à peu près représenté au cinéma, ou dans des récits. Donc, celui qu'on peut, dans cette impensée totale, dans ce tabou immense, c'est le seul qu'on arrive à peu près à se figurer, c'est l'inconnu dans une ruelle avec une arme. Bon, ça veut pas dire que j'en ai pas pris plein la gueule, mais ça veut dire que je rentre dans une case qui est un peu plus supportable que le père, le frère, un peu plus concevable que le mari, parce que le devoir conjugal vient tout juste d'être aboli, donc voilà. Donc j'ai pu un peu plus dire. Et en fait, quand je fais cette enquête pour Marianne sur l'état des lieux du viol en France, pour la première fois, je rencontre d'autres victimes. Longtemps, je les ai fuis. Je les ai fuis parce qu'en fait, la honte est un poison qui se répand, qui coule dans tes veines, et on te fait croire que celles qui ont à avoir honte, ce sont les femmes victimes de viol. Donc, ce sont des femmes pas franchement désirables, pas franchement estimables. Donc, toi-même, t'as pas forcément envie d'aller les voir. Et puis moi, je voulais surtout pas qu'on me tende un miroir. Pourquoi ? Parce que je voulais pas être une femme violée, en fait. C'est-à-dire qu'on t'apprend tellement... tu portes un stigmate si fort. Bien sûr. Que moi, je voulais pas être ça, en fait. Ce truc-là, je me souviens très bien. On est tellement peu nombreuses à parler que tu es celle à qui c'est arrivé. C'est presque une rareté. À l'époque, en tout cas.
t'as pas envie de porter ça. Non, et puis moi, je me souviens très bien qu'au moment du viol, il y a un moment très clair où dans ma tête, je me dis, putain, je te jure, cette phrase-là, je me la dis dans ma tête, alors que le mec m'a roué de coups. Enfin, je veux dire, je suis sonnée. Je veux dire, il a une arme, j'ai de la lacrymo dans la gueule, j'ai plein... Enfin, je veux dire, j'ai tout sauf... j'ai pas franchement de quoi avoir des idées claires, en fait. J'ai la tête qui bourdonne, quoi. Et je me dis, putain, il va m'arriver ça. Et je me dis cette phrase, je ne veux pas rejoindre le ghetto des femmes violées. Ah ouais. Après coup, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette phrase? C'est fou. Et Georges Vigarello, qui est un historien du viol, m'a permis de comprendre ce qu'elle voulait dire, cette phrase, parce que on voyage tous avec une mémoire collective, avec un inconscient collectif. Et en fait, jusqu'à la fin du 19e, les femmes qui étaient violées étaient bannies de la cité, exactement comme les violeurs. Donc tu vis avec cette idée-là que tu vas être éjecté. Oui. Éjecté du monde, de la société parce que tu portes la trace de la souillure sur la peau. Donc moi, j'ai fait poker face pendant des années parce qu'on n'en était pas encore à il faut que la honte change de camp. Donc en fait, pour garder ma place dans la société, il fallait surtout pas dire que ça m'était arrivé. Et donc je voulais surtout pas les rencontrer les autres parce que je voulais pas les rejoindre elles. J'étais pas encore féministe à l'époque, j'avais pas encore compris que mes sœurs c'était elles. Oui. Je n'avais pas encore pigé, il m'a fallu du temps. Pour ça, il m'a fallu déconstruire plein de trucs. T'as pas envie. J'avais 23 balais. Hein, t'as pas envie que ta vie prenne cette direction-là. Non. T'as envie de te dire, en fait, ok, donc en fait, ma vie maintenant, c'est ça. Quelqu'un a fait irruption dans ma vie et a décidé pour moi que je serais ça, en fait. Ouais. Et puis pareil, tu mets un paquet d'années avant de comprendre que ça t'est arrivé, oui, mais tu n'es pas que ça. Oui. Tu mets beaucoup de temps. Oui. Et comme... pendant un temps, ça prend absolument toute la place. T'as peur de n'être que ça à partir du moment où tu le dis. Oui. Donc, j'avais mis beaucoup de temps. J'avais mis 10 ans. Et donc, je fais cette enquête et j'en rencontre plein. Et je me dis quoi? Parce que j'y vais comme journaliste. Donc, ça veut dire que je suis censée ramener des infos, une réflexion, etc. Donc, je peux pas me laisser déborder par l'émotion. Et c'était pas plus mal parce que j'ai pigé plein de trucs. Et j'ai pigé notamment en assistant à des groupes de parole montés par le collectif féministe contre le viol, qui est formidable. À un moment donné, je sors d'un groupe de parole et je me dis, putain, j'ai eu de la chance, j'ai eu le bon viol. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va un peu plus me croire et on va m'en mettre un peu moins dans la tronche. Et que toutes les filles que je vois là ont été violées dans l'enfance par leur père, par leur frère, ont été violées par leur mec, et que du coup, ou par leur patron, que du coup, quand elles ont nommé... elles ont tout perdu, leur famille, leur job. Enfin, moi, un inconnu, je peux le détester, je risque rien. Je peux même lui coller un procès au cul, en fait. Il n'y a pas de patrimoine ou de nom de famille qui va exploser. J'ai pas tout ça. Et donc, pour toutes ces raisons-là... Et puis en plus, le viol que moi j'ai subi est rentré dans le code pénal en 82. Le viol conjugal, lui, pour être tel qu'on le définit aujourd'hui, c'est 2010. Oui, non, mais c'est beaucoup plus récent. Et le mot viol, on l'a posé avant, mais je pense vraiment que tu as énormément fait évoluer les choses justement avec ce livre et avec cette punchline qui est hyper forte sur qu'est-ce qu'un viol. Et ça a été vraiment nécessaire. Le viol, aujourd'hui, on sait que ça peut être plein d'autres choses. Mais à l'époque, en 2020, quand tu as sorti ton livre, et pourtant c'est récent, on le savait beaucoup moins. Dans les cercles féministes, on le savait depuis longtemps. Et elle mais quand t'es en dehors... Et elles militaient toutes pour que soient reconnus tous les autres types de viols. Mais c'est vrai que, et c'est Muriel Salmona, qui est une psychiatre qui est formidable, spécialiste du viol et des séquelles post-traumatiques, qui fait... tous les 2 ans, je crois, avec l'Ipsos, une étude sur nos représentations du viol. Et en fait, il y en a une qui est tenace, c'est celle du vrai viol. Et moi, on me le dit encore. On me dit encore, oui, mais toi, t'as vécu un vrai viol. Oui, enfin, si c'est ton mec, ça reste un vrai viol. Tu sais que je te l'ai dit l'autre jour dans un message. Non, alors t'as pas exactement... t'as pas exactement dit ça. T'as pas exactement dit ça. Mais je fais encore une différence comme si c'était... tu vois, moins grave, moins important. C'est fou. Non, mais parce que dans notre imaginaire collectif, j'ai l'impression que oui, c'est ce qu'on nous a fait croire pendant longtemps, que le vrai viol, c'est celui qui est avec agression, agressivité, effraction comme ça du corps, alors qu'il peut prendre plein d'autres formes. Évidemment. Mais la différence, c'est pas tellement est-ce qu'on a été plus ou moins violé, c'est est-ce qu'on a plus ou moins la possibilité de dire. Ouais. Moi, j'ai été... Mais et puis de mettre les mots dessus. Oui.
Je vais le dire, on s'en fout, ça va être la première fois, la seule fois probablement que je le dirai publiquement. Grâce à ton livre et à ce terme, le bon viol, tu vois, ça m'a ouvert toute une réflexion. Et j'ai compris plus tard que j'avais vécu un viol aussi, j'avais subi un viol qui n'est pas du tout le même, mais c'était mon premier petit ami, j'avais 16 ans, il en avait 21, et il ne m'a pas laissé le choix, il m'a dit que si je ne couchais pas avec lui, il me quittait, et moi je l'aimais, et lui il ne m'aimait pas du tout. Et donc j'ai couché avec lui, il n'y a eu aucun préliminaire, rien, ça m'a fait horriblement mal, et puis à chaque fois qu'il venait me voir, il se passait juste ça, et puis après il repartait, ça a duré 6 mois. Pendant lesquels, voilà, ça a été... Je n'ai pas eu le choix. Il m'a même obligée à prendre la pilule parce qu'il ne voulait pas mettre de préservatif. Et ça, je l'ai raconté dans un livre. Donc, j'ai voulu le retrouver pour lui écrire des années plus tard parce que j'en avais parlé à mon psy qui m'avait dit que ça serait bien de lui écrire. Je lui avais écrit, mais je n'avais pas trouvé ses coordonnées. Et dans mon précédent livre, je raconte une scène comme celle-là, que je romance, que je fais vivre à une de mes héroïnes. Mais je raconte exactement ça, le garçon qui a 21 ans, elle qui a 16 ans, il lui laisse pas le choix, tout ça. Je pose le mot viol dans le livre, plus tard. Le jour de la sortie, je passe à la télé et je reçois ensuite un message sur Instagram, il m'a reconnu. Non. Ouais, sauf qu'il ne sait pas que j'ai raconté ça dans le livre. Oh putain. Il m'a reconnu. Non. Bonjour, est-ce que tu t'appelais comme ça? Est-ce que tu habitais bien à Pessac? Je dis oh là, et je me souviens, j'étais dans le train avec mon fils et ma nièce. Je me suis mise à pleurer, tellement heureuse de pouvoir lui parler. Et je lui dis, mais merci de m'écrire, je suis tellement heureuse, je t'ai cherché. Dans mon livre, dont tu viens d'entendre parler à la télé, il se passe ça, tu vois. Et ça s'appelle un viol. Et c'est ce que tu m'as fait. Et ben, il s'est excusé. Enfin, il s'est pas excusé, il a reconnu. Il m'a dit, je sais que je t'ai maltraitée et j'en suis désolée. Et voilà. Ouais. Et c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas si je vais garder ça au montage, mais j'avais envie de te le raconter parce que je pense que tu m'as aidé à mettre des mots sur ce que j'avais vécu, ce qui a ensuite déterminé toute ma vie de femme, toute ma construction sexuelle, tu vois, tout mon rapport au couple, aux hommes. Et voilà, et qui a commencé par cette façon-là. Et j'ai encore du mal à dire que c'était un viol. Parce que dans mon imaginaire, ça n'en est pas un, tu vois ce que je veux dire? Mais toi, tu m'aides et t'aides plein de femmes à pouvoir poser ce mot-là et à se dire que c'était pas normal. De toute façon, en fait, ce qui est fou, l'arme la plus pernicieuse des violeurs et de ceux qui les protègent, c'est de mettre de la gadoue dans la tête et de mettre du flou là où les choses sont très nettes et très simples. Il y a un truc qui est très simple, en fait, c'est que c'est un viol à partir du moment où on ne veut pas. C'est la première chose. Tu veux pas, il a fait quand même, c'est un viol. Après, la deuxième chose, c'est que un oui n'est un vrai oui que quand tu peux dire non. Oui. Et c'est pas vrai, tu peux pas toujours dire non, c'est faux. Le non est la chose la plus difficile à dire. On voit bien, parce que ça s'appelle nager à contre-courant, on voit bien comment on est élevé, surtout nous les filles, à toujours faire plaisir. Ah oui. Dans des situations de la vie courante, quand nos enfants nous disent « Maman, je peux avoir une sucette », c'est beaucoup plus simple de dire oui. Parce que si on dit non, on en a pour 10 minutes. Quand quelqu'un vous demande un service, c'est beaucoup plus facile de dire oui que de lui dire non. Dire non, c'est très compliqué. Donc encore plus dans une situation comme celle-là. Oui, et donc, puis quand on nous met dans la tête, t'es allé trop loin, tu l'as allumé. Si vous rajoutez une différence d'âge, si vous rajoutez une contrainte morale, si vous rajoutez une contrainte physique, à partir de là, le non, il est de plus en plus compliqué à dire. Et donc un oui, c'est pas un vrai oui, c'est pas vrai. Le consentement, il doit être libre et éclairé. C'est aussi simple que ça. Et après, partant de là, vous avez des circonstances qui font qu'il va y avoir ce qu'on appelle des aggravantes. En fait, on a un code pénal qui est très bien fait pour ça. S'il y a des coups et des blessures, c'est pas que c'est un vrai viol ou pas un vrai viol, c'est que c'est un viol avec coups et blessures. Enfin, mais dans l'imaginaire collectif, comme tu dis, parce que c'est ce qu'on nous a montré pendant des décennies pour qualifier un viol, c'est ça le viol. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a autant de mal à faire entendre à des gens que Gisèle Pellicot, c'était des viols, que voilà, c'est pour ça qu'on a... Alors, c'est aussi parce qu'on ne veut pas voir et on ne veut pas entendre, parce qu'on vit quand même dans une société qui a été organisée autour de la soumission de deux catégories de population que sont les femmes et les enfants. Et le meilleur moyen de les soumettre,
c'est de les détruire de l'intérieur. Le meilleur moyen de les détruire de l'intérieur, c'est de les violer. Donc en fait, nommer le viol et lutter contre le viol, dans le fond, tu vas saper les fondements du patriarcat. Et ça, on ne veut pas. Donc tout va être bon pour ne pas entendre et pour ne pas voir. Le déni est d'une force prodigieuse. Alors là, on est petit à petit en train d'en sortir. Mais enfin, quand même, tout va être bon pour surtout ne pas entendre ce que les victimes ont à dire. Donc, à l'une, on parlera de sa jupe et à l'autre des horaires. Faut quand même se rappeler d'un truc, c'est que si demain tu vas voir quelqu'un en lui disant « on m'a volé mon portable », jamais il va te demander où t'étais. Il va te dire « oh ma pauvre ». Qu'est-ce qu'il fait ? Que si tu dis « j'ai été violée », on va te dire « t'étais où ? Il était quelle heure ? Et t'étais habillée comment ?» Non, mais ces comparaisons, elles sont édifiantes, bien sûr. Donc. Bien sûr, mais c'est malheureux de devoir faire appel à des comparaisons pour faire comprendre à des gens. J'ai vu l'autre jour une vidéo, c'était de la nourriture. C'était des Maltesers, je crois, ou des M&M's, peu importe. Ou pour le Not All Men. Ouais. Pas tous les hommes, d'accord, très bien. Mais si dans un paquet de M&M's, on te dit ils sont tous bons, sauf 3 qui vont te rendre très malade, est-ce que tu vas en manger ? C'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Donc voilà. Donc je me suis. Oui, pardon, j'ai complètement dévié. Non. Et en fait, ce que je disais, c'est que j'ai écrit un jeu. J'ai fait un récit au jeu. Qui, je l'espère, ne coince pas dans ma propre histoire. Et j'espère que c'est un jeu qui dit nous. Parce que, vu le type de viol que j'ai vécu et vu la famille aidante que j'ai eue, j'ai pu dire. Et donc, j'ai eu envie d'écrire pour toutes celles qui ne peuvent pas encore parler. Et c'est pour ça que j'ai commencé par cette phrase-là. En pensant à toutes ces femmes que j'avais rencontrées et qui n'avaient pas eu cette chance-là, et ça, c'était de la provoque, bien évidemment, m'est tombé dessus. Il y a plein de gens qui m'ont dit à quel moment c'est une chance d'avoir été violée. Alors, relis ma phrase, en fait. Ouais. Parce que ça n'a pas empêché, les cauchemars, ça n'a pas empêché l'acquittement, ça n'a pas empêché d'en prendre plein la gueule pendant toute l'instruction, ça n'a pas empêché beaucoup de choses. Et aujourd'hui encore, il y a des fois où je dois dormir la lumière allumée. Donc si c'est ça qu'il faut que je raconte pour qu'on me dise oui, bon, ok, d'accord, mais je vais le dire en fait. Je pense que c'est des gens que ça va remuer ou c'est juste des gens qui jugent de l'extérieur sans savoir de quoi ils retournent. C'est des gens qui n'ont pas envie d'entendre. Ouais. Le problème pour eux, c'est que on parlera plus fort. Ils sont pas prêts. Non. On a de la voix. Oui. T'as réussi à te protéger parce que j'ose pas imaginer tous les témoignages que tu as dû recevoir. Est-ce que tu arrives à te protéger de ça ? Maintenant, oui. Mais c'est compliqué parce qu'on se sent toujours... dans un pays comme le nôtre, où les institutions sur ce sujet-là sont complètement fucked up, à la ramasse. Les gens cherchent... n'ont pas d'autres... Oui. Alors, il y a les assos, mais parfois les gens ne les connaissent pas. Donc, il y a un travail aussi à faire là-dessus. Mais, tout à coup, une ex-victime qui parle, tu te dis, je vais être entendue. Oui. Alors, toi qui aimes bien les mots ex-victime, on me l'a reproché il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, très gentiment. Déjà, chacune se présente exactement comme elle veut et se définit exactement comme elle veut. La manière dont tu es définie. Donc, si ex-victime vous plaît pas, c'est OK. Moi, c'est le mot que j'ai trouvé qui m'a permis de résoudre mon équation. Oui, j'ai été victime. Alors, c'est vrai que dans une Startup Nation où on n'aime pas trop les victimes, c'est pas ouf comme terme, mais il y en a 2 possibles. C'est soit victime, soit coupable. Donc, moi, j'ai été victime, en fait. Mais par contre, je l'ai été. Je ne le suis pas à vie. Oui. Donc, ex-victime me paraissait assez clair et assez cohérent avec ce que je pense. C'est ce qui te convient. Ouais. Donc, pourquoi je te disais ça ? Que que les victimes peuvent se tourner vers toi. Parce qu'ils identifient une ex-victime, donc il y a potentiellement une écoute. Et puis en plus de mon caractère, je suis comme ça, enfin bref. Et en fait, j'ai été, c'est vrai, submergée par un flot continu. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Parce que t'es emmerdée, parce que tu te sens pas de leur lâcher la main, en fait. Enfin, on te tend une main, toi tu tournes la tête. Non, tu tournes pas la tête, il faut que, vas-y. Sauf qu'à un moment donné, ça te prend beaucoup de temps. Oui. Oui, et puis... Et 2, ça te mine. Émotionnellement. Tu n'es jamais immunisé face à ces récits-là. Dieu merci, le jour où je serai immunisée, en fait, j'arrête le combat, j'arrête l'écriture, j'arrête tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, après discussion avec Caroline Dehaze, qui est une figure de la lutte féministe que j'aime beaucoup, cofondatrice de Nous Toutes et à qui on doit les marches du mois de novembre,
et qui est une copine, Caroline m'avait dit un truc très juste. Une fois, elle m'avait dit, mais c'est t'as vu le coude là, comment il a fait comme ça, comment j'ai raté le... Écoute, j'ai fait comme si je remarquais pas. C'est sympa. Mais j'ai raté le... Je me suis dit, on va faire comme si ça n'a pas existé. Tout à fait, ça a eu lieu. Et donc, Caro me dit, ces femmes-là à qui c'est arrivé, c'est des femmes dont on a explosé toutes les digues. Donc elles en ont plus. Donc en fait, tu pourrais leur dire, c'est pas le moment, ou pas tout de suite, ou pas trop, elles n'entendraient pas, parce qu'elles n'ont aucune conscience de la digue, puisque on n'a pas respecté la leur. Donc elle me dit, toi, la digue, il faut que tu la mettes toi. Tu la mets comme tu veux, mais à un moment donné, il faut que tu te la reconstruises toi. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai décidé que le créneau de la semaine, j'ai décidé d'un créneau dans la semaine. Ah, c'est bien. T'as limité un endroit et un moment. J'ai choisi l'endroit où j'allais lire ces mails, ces messages, etc. C'est une bonne idée. Limité sur un temps qui est le temps le plus favorable pour moi, parce que c'est un temps où je suis au repos, tranquille, où derrière j'ai pas à faire grand chose, parce que moi ça peut te mettre à terre. Et en fait, si dans cette heure-là j'ai pas eu le temps de tout lire, c'est pas grave, je le lirai la semaine d'après. Ah, c'est bien. Et comme ça me poursuit pas toute la semaine, et je me dis pas il faut que je réponde. Mais je vais répondre, mais à mon temps. Tu mets des frontières à ce que tu reçois, et c'est une super idée. Donc, je vais te l'appliquer, je pense. Mais vas-y, prends. Mais du coup, parce que du coup, je réponds. Oui. Mais par contre, autant que... Dans les délais que tu... j'ai remis les digues. J'ai remis les digues. Et là, je l'ai refait tout récemment sur Instagram, parce que suite aux affaires Bruel, Yana et compagnie, j'ai de nouveau beaucoup de demandes. Mais encore une fois, je veux dire, le jour où on aura une justice qui fonctionne, le jour où on aura une police au taquet, ça n'arrivera plus, mais là. Et donc j'ai fait un post sur Insta que j'ai épinglé pour qu'il reste, en disant que je voyais tous les messages, que en fait mathématiquement j'ai pas le temps de répondre à tous, mais que surtout mais que surtout je suis pas journaliste d'investigation, donc elle frappe à la mauvaise porte, et il faut qu'elle aille vers des associations, bien sûr. Et donc j'ai donné des contacts médias, des contacts d'asso, et puis les numéros d'urgence, et puis les lignes d'écoute, etc., pour dire en fait moi, je suis que moi, en fait. Je suis ex-victime, autrice, journaliste, militante. Mais par contre, je suis pas juriste. Non, je suis pas avocate, psy. Je suis pas psy, et je suis pas... Et en fait, elle risquerait d'être déçue. Et puis, en plus, c'est de la dynamite. Moi, j'ai pas envie de dire une connerie, en fait. Non, je comprends. Ça a plein d'inconvénients. Et puis, pour toi aussi. Et là, en plus, j'ai bavé. Tu vois, ça, si tu peux le couper au montage, par contre. Si ça, tu peux le couper. Tu sais que j'ai un vrai problème. Ça m'arrive tout le temps de ne pas savoir boire. C'est-à-dire que je bois et tu t'en dirais moi. Je bois et ça part. Voilà. Putain, on va être de belles vieilles, non? Tu m'étonnes. Si on bave, on va péter, on va... Oh là là. Oui. Pardon. Donc, tu as écrit des essais, un récit. Après, il y a eu des essais et un roman. Donc, des formes différentes. Mais à chaque fois, j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est par ton expérience personnelle ou par des choses que tu as observées, tu vas aller poser ton regard sur la société, proposer ton regard et ouvrir nos regards à nous. Et d'ailleurs, je ferme beaucoup trop parce que je te donne mon avis avant de te poser une question, et j'ai peut-être un peu trop orienté. Pourquoi tu écris ? Pourquoi tu as besoin d'écrire ? Je crois que très modestement, j'écris pour changer le monde. Oui. Je crois au pouvoir des histoires. Ok, je crois Donald que Trump. Tout n'est qu'une question de point de vue. Oui. Je pense qu'on a souffert d'un point de vue hégémonique qui nous a été vendu comme neutre. Qui était une histoire racontée par et pour les hommes. Moi, je crois que se raconter des histoires et en écrire, c'est une capacité de faire un pas de côté, de proposer autre chose, de dire, regardez, le monde, il peut être autrement. Donc, tout à coup, ça paraît beaucoup moins immodeste que ce que j'ai dit au départ. Non, c'est pour dire, oui, si on a cette capacité-là d'écrire ou de parler dans un micro, alors servons-nous-en pour que les choses bougent. Ça, c'est viscéral. Que ce soit une émission de radio, que ce soit un article, que ce soit un essai ou que ce soit un roman, parce que finalement, je fais tout ça, en fait. Oui. Voilà. Ça répond à une même envie
qui est à mon petit niveau. De faire bouger qu'est-ce que les je lignes, peux faire en fait pour raconter une autre ta histoire. brique, Pour raconter que par exemple, c'est en marge qu'on vit le mieux, que en marge on va trouver la plus grande créativité. Et c'est pas ce qu'on entend quand on grandit. Ouais. On nous dit tout le contraire. Ouais. Quand on grandit, on nous explique qu'en fait la seule chose qui vaille, pour les femmes déjà, c'est d'être mère, et ensuite c'est ils se marient, ils ont beaucoup d'enfants, etc. C'est la princesse, le prince charmant, etc. Et donc tant qu'on n'est pas là-dedans, on a l'impression d'être le moins que rien. Moi, j'aime tendre un micro à d'autres récits et j'aime produire d'autres récits. Mais oui, justement, c'est une question que j'avais préparée. Tu as tendu le micro donc à des personnes un peu en marge de la société et on en retrouve dans ton roman. Ouais. Bah, en fait, alors pour le coup, effectivement, je suis partie du réel complet, mais peut-être qu'en fait c'est parce que j'ai des capacités d'imagination assez limitées et que j'ai besoin de me baser sur le réel, tu vois, peut-être. Mais attends, t'avais des amis imaginaires et tu t'inventais des mondes quand t'étais enfant. Oui. Mais en fait, finalement, tu aimes observer le réel, Ouais, beaucoup. J'aime beaucoup partir du réel pour me faire mes scénarios dans ma tête. Oui. Pour me dire, OK, il y a ça. C'est le bon combo pour écrire des livres. Le monde est comme ça. Et moi, on dirait que, en fait, toi, tu vas à tel endroit et que toi, tu vas à tel autre. Et en fait, dans ce livre-là, oui, il n'y a que des personnages que j'ai croisés, soit dans ma vie de femme, soit dans ma vie de journaliste ou dans ma vie d'autrice, et qui sont des gens qui m'ont émue ou épatée ou bluffée. Et j'avais envie... Là, pour le coup, on touche à l'imaginaire. Je me disais, qu'est-ce qui se passerait s'ils se rencontraient ? Et ce serait assez explosif, ce serait assez jouissif. Parce que dans la vraie vie, la plupart ne se connaissent pas. Et donc, j'ai imaginé qu'ils vivaient tous à Nice et qu'ils allaient se rencontrer dans cette librairie niçoise. Dans cette librairie qui existait. Qui existe vraiment. C'est encore le cas ? Ça a été repris là tout récemment ça a été le coup de théâtre pour le coup qui... Oui, parce que c'était censé fermer, non ? Ouais. Et en fait, les filles... Alors, c'est une librairie qui s'appelle Les Parleuses, qui dans mon livre s'appelle Les Affranchies. Et Les Parleuses, donc, c'est Anouk Aubert et Maud Pouillet, qui est donc un couple de gonzesses, mais extraordinaire. Et en fait, au bout de 10 ans de librairie queer, féministe... face à ce qui va devenir le plus grand commissariat d'Europe et dans une ville qui bascule à l'extrême droite, elles se sont dit, en fait, on va y aller, on va partir. Et elles ont réussi à fédérer tout un tas de gens autour d'eux. Elles sont ce point de rendez-vous là. Vachement. C'est génial parce que c'est ça dans ton livre. La librairie n'est pas qu'une librairie, c'est un point de rendez-vous qui devient, un lieu de vie complètement. Et c'est un refuge. T'as envie d'y aller, quoi. C'est vrai. Mais pour le coup, c'est Les Parleuses étaient une pièce maîtresse du quartier et de la ville de Nice aussi, très clairement. Le jour où elles ont fermé, il y avait une foule de dingues sur le trottoir et tout le monde pleurait, tout le monde riait. Enfin, c'est assez fou ce qu'elles ont réussi à créer. Quand même, elles ont catalysé autour d'elles toutes ces marges, en fait. Tous les gens qui ne marchent pas dans les clous, en fait, se sont retrouvés. Et c'est effectivement ce que je raconte dans le livre. La bonne nouvelle, c'est que le jour de la clôture, elles ont pu annoncer que le matin même, elles avaient signé avec une bande qui reprend le même nom et qui va reprendre la même philosophie, etc. Donc, en fait, la librairie va continuer. Donc, ça, c'est top. Et en fait, c'est assez simple. C'est que c'est deux femmes qui s'aiment. Et ça se voit. Et donc, cet amour-là, elle le diffuse partout. Et en fait, nous, on est des humains, on est aimantés par les endroits où il y a de l'amour quand même, a priori. Donc pas tous, mais pas tous, mais il y a ce truc-là, on s'y sent bien parce que il y a ça. C'est aussi l'amour des livres et en fait, cet amour-là, elles savent aussi le partager. Et une librairie, c'est jamais qu'une librairie, parce qu'en fait, c'est le lieu de toutes les histoires possibles, donc le lieu de tous les possibles, donc c'est le lieu de toutes les émancipations possibles. Et je pense que si on écrit, c'est aussi pour ça, c'est pour pouvoir se libérer de ce qu'on nous a imposé comme récit et c'est proposer autre chose quand même. Et toutes ces autres choses se réunissent particulièrement chez Les Parleuses et dans ma librairie à moi, Les Affranchies, parce que tenues par deux femmes qui ont été éjectées en dehors de cette autoroute 5 voies. L'une, dans mon livre, Maud, parce qu'elle vient d'une famille niçoise très tradie, et que pour le coup, ça, c'est quelqu'un que j'ai rencontré qui vraiment m'a dit ça, qui est une nana que j'adore, qui vient d'une famille très catho, tout ça, et vraiment, on vous voit les parents, tout ça. Et un jour, elle tombe amoureuse d'une femme et vraiment, elle s'est dit, mais puisque Christ est amour, ils vont très bien le prendre. Pour elle, ça n'avait rien de politique, en fait, et rien de problématique. Bien sûr. Et évidemment, c'est par l'homophobie ambiante qu'elle est devenue militante. C'est toujours en réaction. On est militant en réaction. Oui. Je veux dire, on est féministe parce qu'on en prend plein la gueule. Oui, ou en empathie.
Voilà, Parfois, les deux. Mais oui, c'est en réaction qui a rendu cette nana très militante, parce qu'elle a eu envie que le monde bouge. Et donc, ma Maud à moi, elle vient de cette famille-là, et elle croise la route de Malika, qui, elle, a dû fuir l'Algérie dans des conditions rocambolesques. Mais ça, c'est vrai. Je veux dire, il y a une vraie Malika à qui c'est arrivé. Et elles se rencontrent et elles décident de continuer de s'aimer contre vents et marées. Elles sont quand même très impressionnantes pour ça aussi. Et là, je parle des deux. Je parle des personnages de fiction comme Danouk et Maud. Et elles ont créé, du coup, forte de ça, une librairie qui est aussi un café et qui est aussi un refuge pour tous les déclassés, pour tous les cabossés, pour tous ces gens qui ont en même temps tellement à donner. Et ça permet, toi, de donner la parole aux gens à qui on la donne jamais. Ça, je trouve ça, c'est ce qui me plaît le plus dans les livres, dans les œuvres en règle générale, qu'on leur donne la parole. Ouais. Et c'est très beau ce que tu fais. Bon, bref, c'était une petite aparté. Concernant l'écriture, est-ce que, selon moi, alors j'ai pas écrit d'essai, mais j'ai le sentiment que dans un roman, on a plus de liberté peut-être, justement grâce à l'imagination, on peut écrire la fin qu'on veut, on peut... buter qui on veut, on peut... Surtout ça. Ouais, surtout ça. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a plu par rapport à ce que tu écris habituellement ? Ouais, vachement. Ouais. Vachement, parce que alors déjà, le plaisir que j'ai pris, c'est effectivement de donner toute la place que méritent ces gens-là. Ouais. De montrer à quel point ils sont beaux, créatifs, pleins de vie et enviables, en fait. C'est-à-dire que ceux qu'on a tôt fait de mépriser parce qu'ils ont... pas la bonne sexualité, pas la bonne couleur de peau, pas la bonne silhouette. En fait, c'est là qu'on se marre. Et c'est avec eux qu'on a envie d'être. Donc ça, c'est le premier plaisir, il est là. Et le deuxième, c'est aussi que, effectivement, en fait, il y en a plein. C'est que, comme dans mes essais, souvent, je pars de moi pour ouvrir au nous et à l'universel. Donc, il faut quand même que je fasse gaffe. Est-ce que je suis trop impudique ? Qu'est-ce que je parle sur la table de moi? Voilà. Et puis je parle aussi de mes proches. Dans ce que le féminisme m'a fait, je parle beaucoup de mon mec. Donc, il faut que je fasse gaffe aussi parce qu'il y a une autre personne en jeu. Donc là, je fais ce que je veux. Ouais. Et les gens ne sauront pas ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Donc... J'ai cet écran-là. Et puis en plus, je peux parler des affaires parce que c'est un livre qui est très ancré dans l'actualité et dans notre quotidien. Oui. Mais j'écris ce que je veux, puisque c'est la fiction. Mais oui. Donc en fait, je peux parler de Luc Besson, il n'y a pas de problème. En fait, je suis tranquille. Alors que dans les précédents bouquins, il faut que je fasse très attention parce que là, c'est des essais. Donc j'écris sur le réel. Donc il faut tout surbétonner. Après, je dirais que dans les deux cas, j'y vais comme journaliste, d'une part. Donc le roman a quand même une base très réelle, très réaliste. Par exemple, il y a un personnage qui va avorter. Je me suis replongée et pourtant Dieu sait que j'ai avorté, mais j'ai complètement... J'en suis pas encore arrivée là, tu m'as spoilé. non, vas-y, c'est pas grave. Non, je t'ai pas spoilé. Ah bon ? Non. Non, pas du tout. Et... Ok. Et j'aime bien cette phrase, Dieu sait que j'ai avorté. Donc oui, Dieu sait que j'ai avorté. Mais j'avais complètement oublié les délais. Ah ok, oui. Donc je me suis replongée dans les textes de loi, tout ça pour voir. Et donc j'ai compté, je me suis dit, ah putain, elle tombe enceinte à ce moment-là. Là, elle a jusque-là pour faire une IVG médicamenteuse, elle a jusque-là pour se faire aspirer. Donc en gros, ça va tomber à peu près à cette période-là. Donc j'y suis allée vraiment comme journaliste dans ce sens-là. C'est-à-dire que je voulais quelque chose... Oui, que ce soit crédible. Ouais, qui soit béton en termes de faits. Je voulais aussi resserrer la chronologie entre mi-septembre et le 1er mars. Donc je me suis refait toute la chronologie de cette époque-là. C'est 2023-2024. Et je voulais vraiment coller à l'actu parce que comme mes personnages partent de personnes réelles, je voulais vraiment que les lectrices et les lecteurs se disent, ah putain, ça se trouve, je vais à Nice, je vais les croiser. Je voulais vraiment qu'on ait le sentiment qu'ils existent, qu'ils sont là. Et même moi, quand je retourne à Nice, à chaque fois, je me dis, ah putain, je vais pas les voir parce que c'est moi qui les ai créés. Donc c'est là où je retombe sur mes amis imaginaires. Oui. Que dans ma ils sont revenus, ils sont toujours là. Dans ma tête, ils existent. Ah oui, non, mais moi aussi. Mes personnages, ils bouffent avec nous à table. Ouais, c'est fou ça. Mais c'est complètement fou. Ils existent et puis ils arrivent, ils ont leur apparence physique, ils ont leur caractère. C'est-à-dire, toi, c'est pareil, tu les construis pas. Enfin, toi, après, tu t'inspires de personnes qui existent, mais tu les vois, quoi. Alors après, moi, je fais des combos. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, le personnage de Paolo, c'est à la fois complètement mon père. Oh, mais je l'aime. Et j'ai une copine qui est féministe qui m'a dit, putain, t'es chier, ton personnage de tes personnages, celui que je préfère, c'est un mec, t'es vraiment chier. On l'adore. C'est mon père beaucoup, mais c'est pas mal mon oncle aussi. Donc en fait, à l'arrivée, c'est un peu des combos.
Mais je les vois physiquement. Pour moi, ils sont là. Et puis, le pouvoir de la fiction, c'est quand même prodigieux. J'ai écrit en janvier-février. À Paris, il pleuvait des cornes. Moi, dans ma tête, j'étais à Nice au soleil. Non, mais j'étais bien. Est-ce que tu as un plan pour le roman, notamment, ou est-ce que tu te laisses porter et... Parce que moi, je me laisse porter. Moi, je me laisse porter et je découvre l'histoire comme si je la lisais. Donc, c'est génial parce que tu voyages, quoi. Enfin, tu vois, tiens, je vais aller là aujourd'hui. Ah, il va faire beau aujourd'hui. Tu vois, je ne le sais pas à l'avance. Mais alors, toi, oui. Alors là-dessus, autant depuis notre centaine, voire notre millier de vocaux, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Autant là-dessus, on va être très différents. Oui. Ah non, moi, je suis une psychopathe du contrôle, en fait. C'est-à-dire que moi, c'est un enfer. Je suis contrôle fric sur plein de... Et pas là-dessus. Pas du tout. J'ai essayé et ça me bride trop. Ah ouais. Ça bride trop mon imagination et je m'en affranchis trop, donc ça sert à rien, je perds du temps. Moi, je m'en sers beaucoup. Mais c'est parce que ça, je pense vraiment, quand je te disais tout à l'heure, j'écris mes essais et mes romans comme la journaliste que je suis. Oui. C'est que moi, j'ai besoin de structurer beaucoup. Oui. Beaucoup. Après, moi, je suis quelqu'un... je sais pas si tu as vu, mais il y a un personnage qui aime bien ranger les choses et qui aime bien que ce soit aligné. Pour moi, ça, c'est... C'est Rose. Ouais, donc ça, c'est vie ma vie. Oui. C'est-à-dire que tout doit être bien... Oui, j'ai reconnu quelques traits de ton caractère en elle. Tout doit être bien aligné. Et en fait, non, mais le truc aussi, c'est que... Donc déjà, dans tous mes bouquins... je structure comme je structurais mes émissions de radio. Oui. C'est-à-dire que vraiment, je travaille beaucoup. Je me suis demandé un jour si c'était pas parce que je venais d'une famille d'architectes qui travaillent beaucoup sur les volumes. Tu bâtis, oui. Et c'est possible, en fait. C'est possible. Et je déteste l'ennui, je déteste les temps morts, je déteste tout ça. Donc je structure pour être sûr qu'on se fasse pas chier. Que ce soit dans mes émissions de radio. En fait, en radio, on te dit que toutes les 7 minutes, l'attention flanche. Donc en fait, il faut relancer. Vrai pour la grammaire radio, pas vrai pour le podcast, mais pour la grammaire radio, si. Parce que les gens sont en train de faire plein d'autres trucs. Donc en fait, toutes les 7 minutes, paf, tu relances. Il faut les ramener. Et moi, je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, ça te force à structurer les choses. Un peu à la manière d'un scénario, je crois que dans ma façon d'écrire, je suis plus proche d'un scénariste que d'un romancier, parce que moi, j'ai besoin qu'il y ait un début, un milieu, une fin. Et d'ailleurs, je commence par la fin et je me dis comment je vais arriver jusque-là. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer en fait ? Qu'est-ce que je dois mettre en place ? Tirer le fil, Et moi, j'adore cette idée d'emmener la lectrice exactement où je veux, mais que tout soit hyper crédible. Bien en sûr. fait, tu te rends pas compte, meuf, mais je suis en train... T'as je suis en train de t'amener là. T'as semé les cailloux tout au long du livre. L'avantage étant que je fais jamais de retour en arrière du coup. Oui. C'est-à-dire, j'ai jamais un moment où je me dis attends, je voudrais qu'il se passe ça, donc je vais réécrire. Parce que ça, c'est ma hantise. Mais tu arrives quand même. Est-ce que tu arrives quand même à t'éloigner de cette structure ? Est-ce que tu t'autorises ? Jamais. Ok. Mais non, mais donc moi, ça me rassure à chaque fois que tu vachement. ouvres ton ordinateur, tu sais ce que tu vas écrire ce jour-là. Oui. Ok. Ouais, et ça m'éclate parce que je suis très contente. J'adorerais. J'ai rendez-vous avec ça. C'est rassurant en plus. Ah ben vachement. Hyper rassurant. Vachement. Tu sais où tu vas. Pour te dire, là, j'ai sorti cette année un essai sur l'amitié dans la collection Alt, qui est une collection géniale qui est à destination des 15-25, et ça s'appelle « Si l'amitié pouvait tout changer ». Et en fait, à l'arrivée, il faut produire 35 000 signes. Bon, moi, mon plan, il en faisait 14 000. Ah oui. Au moment où j'écris. Écoute, tu mets 2 fois chaque mot et puis c'est bon. J'ai plus que le plaisir après. Oui. C'est pour ça qu'après, j'ai hâte d'écrire. Parce que j'ai juste pour à choisir mes mots. Tu vois, j'ai l'impression quand même que tu te fais plaisir. Ça t'empêche pas de te faire plaisir en créant des situations et en faisant quand même des phrases qui peuvent un peu partir dans d'autres sens que celui dans lequel elle était partie au départ, tu vois. J'avais l'impression en te lisant que parfois c'était un peu, comment dire... comme des digressions, tu vois. Ouais, mais j'adore ça. Je me l'autorise d'autant plus volontiers que je sais où là je suis. Tu sais exactement. Et c'est ce que je disais beaucoup à mes étudiants de radio. Je leur disais beaucoup. Mais ça, ce qui m'aide aussi, c'est l'impro en radio ou les directs en radio. Je leur disais beaucoup, les gars, en fait, vous allez quand vous prenez le micro, c'est piste noire, touche chousse, quoi qu'il arrive. Il peut se passer plein de trucs. Donc, ayez en tête le point d'arrivée. Oui. C'est tout. Et votre phrase de fin, c'est la plus importante. Et moi, du coup, j'ai ce truc-là. C'est-à-dire que je veux savoir où je vais. Contrôle fric, évidemment. Et puis là, j'ai quand même 8 personnages. Donc, il faut quand même réussir à tous les faire avancer. Oui, alors donner la même place à chacun. Exactement. Que ça se marche pas sur les pieds. Que l'intrigue de l'un serve l'intrigue de l'autre. Et
Tout en avançant dans la temporalité. Donc là, je suis obligée de faire ça. Oui. Je suis obligée de faire ça parce que sinon, je m'en mêle les pinceaux. Oui, bien sûr. Et je voulais ne pas perdre le lecteur ou la lectrice, qu'on soit vraiment... c'est, ouais, ok, il y a 800 persos, mais t'inquiète. 800 persos, n'importe quoi. J'allais dire... C'est quoi? C'est parce qu'il y a 800 000 signes. T'avais fait exprès. Non, il y a 800 000 signes. Ah oui. C'est pour ça. Oui, il fait presque 500 pages. Ou il fait 500 pages. 496. Écoute, on est vraiment pas loin. Donc on est pas loin, mais en fait, c'est pareil. Si je propose près de 500 pages, en fait, je veux que ce soit très structuré, je veux des chapitres très courts, je veux pas qu'on ait le temps de se faire chier, je veux pas que la lectrice se noie, je veux pas qu'elle soit perdue, je veux vraiment l'emmener par la main d'un point A à un point B. Je veux l'emmener du 16 septembre 2023 au 1er mars 2024. Et je lui dis, tiens, regarde, voilà, on va passer par là, et par là, et par là. Mais donc, tu mets beaucoup plus de temps, non, à écrire ta trame qu'à écrire le roman en lui-même. Une fois que tu pars et t'attends d'avoir fini ta trame, j'imagine, pour te lancer vraiment dans l'écriture. Ouais. Après, je peux y retourner à ma trame, mais ça va être des modifications à la marge parce que je vais me rendre compte que, putain, tel personnage, en fait, j'en étais pas rendu compte sur ma trame et là, ça fait 3-4 chapitres qu'on l'a perdu. Comment je la fais revenir? Et donc là, je me refais 2 heures sur ma trame à me dire, attends, comment je la fais revenir? Il pourrait se passer ça, mais du coup, ça va impacter ça. Et voilà. Donc, de temps en temps, je vais y revenir, mais en fait, c'est un document Word qui est affreux, que je suis seule à pouvoir relire et à comprendre, qui s'appelle Trame Générale, ça ne veut rien dire. Et en fait, j'ai tous mes chapitres qui sont là. Et il y a des codes couleurs différents pour chaque personnage pour que je vois de loin. Tiens, j'ai pas vu de violet depuis longtemps, ça veut dire qu'on a un souci. Je fais gaffe aussi à avoir un équilibre entre des chapitres un peu chroniques où il se passe pas grand-chose et les chapitres où ça y va pour que la lectrice puisse aussi un peu souffler. Et puis j'alterne les chapitres dans la librairie et les chapitres à l'extérieur de la librairie. Parce donc tu essaies vraiment de créer du mouvement en permanence. Ça c'est vraiment mon obsession, du mouvement. T'as pas envie qu'on s'ennuie. C'est la peur de gêner des femmes. Parce que je suis pareil. Moi, il faut que ça aille vite. Mes chapitres sont très courts, mes phrases aussi. Je fais pas de longues descriptions. J'ai toujours ce souci de pas gêner. Il doit y avoir quelque chose comme ça. Oui, on est. Quand je parle avec d'autres autrices. On est nombreuses à ressentir. Il y a ça, mais je crois aussi qu'il y a une forme de... une forme de contrôle de ma part aussi. Oui. C'est... Tu vas pas me lâcher la main. Regarde. Et tu vas y aller jusqu'au point où je veux t'emmener. Tu vas y aller. Et après, il y a aussi le fait qu'une fois que la structure est posée, je suis rassurée, je suis tranquille, je sais que ça tient. Et donc, je peux être vraiment sur le pur plaisir de l'écriture. Mais ça, tu dors tranquille quand tu sais où tu vas. Oui. Et je me dis, du coup... Moi, je suis dans l'angoisse. C'est vrai. Tous les matins, quand j'ouvre mon ordi, je sais pas du tout ce que je vais écrire. Moi, je pourrais pas vivre ça, en fait. Mais j'adore. J'adore parce que quand je le découvre, quand ça arrive, je fais « Oh, génial. Allez, on y va. » J'adore. Je suis comme une gamine qui lit un livre, finalement. C'est fou, ça. Je découvre l'histoire. Et pareil, j'ai de la chance jusqu'à maintenant. J'ai pas eu à retourner en arrière ou quoi. Ça se lit assez bien. Pourtant, ça se lit L-I-E, pas L-I-T. Je ne lance pas des fleurs à ce point. Ça se lit assez bien. Allez-y, vous allez aimer. Mais par contre, ça a un côté assez angoissant de me dire, il y a certains jours où ça met 3-4 heures à se dissiper, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que c'est l'espace de ta vie pour toi où tu veux que les choses arrivent d'elles-mêmes sans que tu aies à les anticiper, à tout calibrer, à tout bétonner? Pourquoi pas? C'est peut-être ça. Parce que c'est vrai que je suis assez contrôle fric sur tous les autres sujets. Je sais ce qu'on va manger, je sais à quelle heure, je sais... c'est vrai que je bétonne beaucoup de choses. Mais ça, oui, j'aime bien me laisser porter. Mais aussi parce que je sais que je ne m'y tiens pas. J'ai vraiment... ça dépend de l'humeur dans laquelle je me trouve. Ça dépend de... j'ai l'impression que les personnages viennent me surprendre. C'est assez... avant, quand j'entendais des écrivains dire ça, je me disais, c'est bizarre. Enfin, ça semble un peu improbable. Et pourtant, c'est ce qui arrive. Je prends beaucoup de plaisir à écrire comme ça. Alors que, justement, je prends beaucoup moins de plaisir quand j'ai un plan. Parce que je me dis, non, faut que je suive mon plan et je m'ennuie un peu. C'est vrai? Oui, je m'ennuie.
nuit, parce que je me dis non, mais si je m'en éloigne trop, il va falloir que j'y revienne. Oui, mais non, parce que moi, quand j'écris mon plan, je suis déjà en train d'écrire le roman ou l'essai. Ah non, c'est-à-dire moi, que du coup, je suis sur mon lit, je me dis putain, il va se passer ça, et je vis les choses. Ah ouais, non, moi j'ai besoin d'être sur le clavier pour que ça arrive. Ce que tu racontes là, c'est un truc que je vis dans la phase préparatoire. Oui, je comprends. Tu vois, où là, je comprends. Il se passe ça, et après, oui, mais je mets ça en note. Très détaillé. Oui, très. Ouais. Parce qu'à moi, un dialogue peut m'emmener ailleurs, quoi. Un dialogue où hop, quelqu'un qui arrive, il n'était pas prévu. J'ai des personnages qui se mettent à exister alors qu'ils n'existaient pas. Ah non, moi pour moi, tu me décris l'enfer. Tu vois, par exemple, dans Plus grand que le ciel, je l'ai écrit juste après la perte de mon père. Donc, au départ, je lui écrivais à lui, je m'en remettais pas et j'écrivais. Je lui parlais. C'est devenu une femme qui vient de perdre son père et qui va voir le psy. Et qui raconte en même temps des souvenirs qu'elle a avec son père et qui se rend compte de tout ce qu'il était alors qu'elle l'avait sous les yeux et elle ne se rendait pas compte. C'est-à-dire, elle le voyait, mais elle n'avait pas conscientisé qui il était. Et puis, c'était peut-être trop douloureux ou j'en sais rien. Hop, il y a un deuxième personnage qui est arrivé dans la salle d'attente du psy. Et puis voilà, qui est devenu le deuxième personnage principal. Okay. Et c'est devenu un roman à 2 voix. Et voilà. Mais ça, je ne l'avais absolument pas anticipé. Non, mais moi, je trouve ça assez génial de faire ça. Moi, j'adore. C'est fou. C'est-à-dire qu'il y a une forme de confiance aussi. J'ai l'impression que pas du tout, mais peut-être finalement. Peut-être que je me fais un peu confiance. Oui. Mais de plus en plus, je me dis... ça va se... Et puis si ça y va pas, ça y va pas. En plus, je me contrains pas à écrire un roman par an. Il se trouve que ma tête est toujours en train de fabriquer de nouvelles histoires, mais si ça mène nulle part, ça mène nulle part. Et peut-être qu'à ce moment-là, je passerai à des plans, mais non, je me laisse porter complètement. Mais... En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à... Mais après, je crois que c'est aussi des questions d'habitude et de... tu vois, le jour où j'aurais écrit autant de livres que ce que j'ai fait d'émissions de radio... peut-être j'aurais perdu l'habitude de structurer. Oui. Dire moi j'ai bouffé de l'émission de radio, j'en ai fait beaucoup. Et donc en fait, je suis obligée de structurer parce qu'il faut que quoi qu'il arrive, elle fasse 1 heure. Et parce que quoi qu'il arrive, il faut que je passe 3 disques. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, t'as pas le choix. Je pense que c'est aussi une habitude mentale que j'ai prise qui fait que je suis tellement habituée que je me sens pas contrainte. Il y a plein d'auteurs qui écrivent avec des plans très détaillés aussi. C'est vraiment, il y a 2 écoles en fait. Ouais, et je crois qu'il faut surtout se sentir... prendre plaisir. Ouais, prendre du plaisir. C'est là où on prend le plus de plaisir. Ouais. Il faut pas que ce soit une corvée, quoi. C'est laquelle te convient, en fait, de technique. Qu'est-ce qui te va le mieux, quoi. Et à quel moment tu te dis qu'un sujet doit devenir déjà un livre ? Et à quel moment tu te dis ça devient plutôt un essai, ça devient plutôt un roman ? Est-ce que tu réfléchis à ça ou est-ce que ça s'impose naturellement ? Ça s'impose. Les filles de la librairie, c'est vraiment mon premier roman. Les essais, c'est un peu différent. Les essais, maintenant, je suis très identifiée sur les essais. Ouais. Là, par exemple, juste avant que j'arrive, là, j'étais en train de travailler au plan du prochain. Mais parce que ça, c'est vraiment mon couloir de nage, en fait. J'ai pas l'habitude, mais j'en suis là. Celui que je vais écrire, j'en serai à mon 5e essai, 6e. Donc... C'est pas moi qui vais te le dire. J'en étais à 4 moi, dans mes notes. Parce qu'il y a l'amitié aussi, et parce que... si, ce sera le 6e. Ce sera le 6e. Et en fait, ça... Ah oui, celui dont tu m'as parlé, dans le titre va être génial. Voilà. Je suis pas misandre, j'ai un ami mec. Ça, c'est mon couloir de nage. Oui. C'est-à-dire que... Et je bosse avec les éditions La Meute, qui sont des éditions formidables, indépendantes, féministes et tout. Et en fait, l'éditrice Lorraine Celle-de-Lavaux est une copine. Donc en fait, on discute toutes les deux. Et puis elle me dit un jour, putain, j'ai hyper envie de faire, je suis pas misandre, je suis pas misandre, j'ai un ami mec. Je dis, putain, ça c'est pour moi, laisse-le-moi. Parce que je suis au bac à sable, quoi. Oui. Donc ça... Donc le sujet, il peut te choisir comme c'est toi qui le choisis. Oui, parce que je me dis, j'ai pas envie d'écrire là-dessus. Okay. Et ça ne me fait plus peur. C'est-à-dire, j'en ai écrit beaucoup. Oui. Et puis, mine de rien, moi, toute l'année, j'écris beaucoup de chroniques dans l'IB. Donc j'écris cette écriture-là, essai, analyse, réflexion, chiffres. En gros, c'est tout le temps. C'est ton quotidien. Donc, c'est juste que c'est un peu plus gros que d'habitude. Oui. Mais
Bon, et en plus, tu sais pas à toi que je vais l'apprendre, la relation avec ton éditeur ou ton éditrice compte tellement. Tu vois, moi j'ai une super relation avec Lorraine, donc... oui. Et en plus, je lui avais dit que j'en écrirais pas tout de suite un, parce que pas tous les hommes quand même marchent très très bien, on est hyper contente. Mais je me disais justement, on va peut-être éviter d'en écrire un tout de suite, on attend un peu. Et elle fonctionne par... Le principe de sa collection Permis de déconstruire, c'est des phrases toutes faites qu'entendent les féministes et on va les déconstruire. Et donc, elle me faisait la liste des phrases qu'elle avait dans sa besace et qu'elle voulait faire. Et quand elle m'a dit, je suis pas misante, j'ai un ami mec, je dis, s'il te plaît, vas-y, c'est pour moi. Ouais, c'est génial. J'y allais, j'y vais. Je l'écris, parce que je peux pas ne pas l'écrire. Et tu sais que le titre, pas tous les hommes quand même, ça me fait marrer parce que à chaque fois que je fais des rencontres en librairie, il y a forcément... 1, 2, 3 vieux mecs qui viennent me voir et qui me disent je vous le prends parce que ça j'arrête pas de le dire à ma fille, pas tous les hommes, et je dis vas-y prends chérie, oui, chaton, vas-y, allez-y, lis-le. Ah ouais. On en reparle après. Voilà. Et vraiment ils le prennent. Non, en plus ils le prennent pour offrir. Ouais. C'est pire, pour faire comprendre qu'ils ont bien raison de dire ça. Et moi derrière j'imagine oh là là. Et je suis morte de rire. Ouais. Parce que en fait ils ont juste oublié qu'il y avait des guillemets sur la perte. Oui c'est ça, il y a des guillemets. On démonte l'expression. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un truc qui est... Oui. Et le roman, l'idée, l'envie d'écrire un roman, elle est venue parce que ces personnages-là aient envie de leur offrir un endroit ou... Non, en fait, à l'origine, c'est... Alors, moi, j'écris pour le L, tu sais, C'est mon histoire. Oui. Qui sont c'est une double page de témoignages. J'écris ça depuis 10 ans. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vrais témoignages ? Ah bah si. Ah oui, d'accord. Si, parce que là, t'allais faire perdre toutes mes illusions. Non. J'écris ces trucs-là depuis... Oui, tu écris les témoignages des gens. Ouais. Et en fait, un jour, je suis enceinte jusqu'aux yeux. Je suis enceinte jusqu'aux yeux, je suis en plein confinement, tout ça. Et une boîte de prod m'appelle et me dit qu'ils ont acheté les droits des C'est mon histoire au L, qu'ils ont sur 10 ans d'histoire, ils en ont sélectionné 20, et que sur les 20, il y en a 5 à moi. Et donc, ils aimeraient collaborer avec moi à l'idée d'une série. J'accouche, on est en plein confinement, je me rends même pas compte que en fait les gens me rappellent pas. Enfin, je veux dire, toi-même tu sais, hein, t'as ton enfant qui vient de sortir de ton bide. Tu penses plus qu'à ça. Voilà. Oui. Donc, se passe 2 ans et je me rends même pas compte qu'il se passe 3 ans, 4 ans. Et en fait, ils me rappellent. Et ils me disent pardon. En fait, on a un peu traîné. La vérité, c'est qu'ils avaient demandé ça à d'autres meufs qui avaient produit ce qu'on appelle des bibles. Alors, la bible d'une série, c'est un document qui fait 10 pages et dans lesquels tu poses le décor, les personnages principaux, l'intrigue principale, en gros. Ça a l'air de rien comme ça, c'est quand même un petit taf, parce qu'il faut imaginer tout ça. Et donc, ils reviennent me trouver parce que pour l'instant, les bibles qu'ils ont fait faire à d'autres nanas n'ont pas convaincu les diffuseurs et donc ils veulent quand même partir de cette matière-là pour en faire quelque chose. Okay. Donc je fais OK, vas-y, j'écris une bible. Moi, tu me dis, viens, on fait ça. Je fais OK, d'accord, on y va. Je réfléchis après à ce que ça implique. Et le doute me vient tout de suite après. Mais pas sur le moment. C'est-à-dire, je dois avoir un côté très masculin là-dessus. Quand on me dit, t'es capable de faire ça, je fais, ouais, bien sûr. Je fais, pourquoi j'ai dit capable de faire atterrir un avion, toi? Ouais, bien sûr. Et après, j'ai non. Et en fait, je me mets à écrire cette Bible-là. Et Guillaume Robert, mon éditeur, quand je lui pitch l'idée... Qu'on adore. Ouais. Quand je lui pitch l'idée, il me dit « si jamais tu n'arrives pas à le vendre en télé, moi, je te le prends en roman. » Ah, génial. Et en fait, donc, je fais toute cette Bible-là. Ça me prend 2 mois de poser les personnages, l'intrigue, le décor, etc. Et puis, on commence à faire le tour des diffuseurs. Et je sens... chez les diffuseurs télé, une frilosité qui va m'emmerder en fait assez rapidement. Je me dis non, en fait, ils vont vouloir me lisser mes personnages. J'ai pas envie de ça. Et donc, surtout que le but quand même de l'histoire, c'est de parler de ceux dont on parle pas. Donc, si c'est pour les rendre comme ceux dont on parle, exactement. On n'a pas très envie. Exactement. Donc. Tout ça se fait en bonne intelligence. J'appelle mes producteurs au bout d'1 an, 1 an et demi. Je dis écoutez, est-ce que je récupère mes billets en fait et j'en fais un roman. Ils me disent ok. Et donc voilà, je me suis mise à écrire comme ça. Ok. Et j'ai cru entendre que tu avais envie d'une suite. Elle est là déjà. Ah génial. Elle est là. J'ai un tome 2 et j'ai un tome 3. Ok. Ah oui. Il y a 2 suites. Ouais. Bah oui, parce que en fait, bon. On va pas spoiler, c'est sur la 4e de couverture. À la fin du livre, il y a quand même quelqu'un qui est enterré sur les rives du Paillon, qui est ce fleuve qui traverse Nice, qui est surnommé fleuve qui ne coule pas. Bon, ça c'est mars 2024. Qu'est-ce qui se passe à partir de mars 2024 ? Météo France vous le dira mieux que moi. C'est l'année la plus pluvieuse qu'on ait eue sur ces 40 dernières années. S'il pleut très très fort,
Qu'est-ce qui lui arrive au cadavre ? Et on sort. Il va flotter quelque part. Et voilà. Et donc, il n'y a pas que ça, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce tome 2. Ce que j'ai voulu faire, c'est... T'as commencé ? Non. Ah non. Non. En fait, on compte sur vous. Parce qu'on attend les ventes et on attend de voir si ça prend, etc. Donc, on attend. Non, mais j'ai tout là. J'ai un document Word où il y a... décrit tout ce qui arrive à chacun des personnages. Je te parle d'une application qui est vachement bien pour organiser, que j'ai découverte il y a 2-3 livres. Attends, je vais te la chercher tout de suite. J'adore la meuf compte en livres. Attends, je sais même pas où elle est. Merde, c'est Note ou un truc, mais c'est pas Note. Attends. Écoute, tant que tu comptes pas en exemplaires, parce que sinon ça ferait... J'ai découvert ça il y a 2-3 millions d'exemplaires. Est-ce que je m'en suis servi pour mes 3 derniers romans. Mais je ne... Pourquoi je la trouve pas ? C'est boulot, voilà. M3... Page. Voilà, ça s'appelle Page. Ouais. Et tu peux créer plein de sous-dossiers. Tu peux écrire à la main ou tu peux écrire... c'est sur l'ordinateur aussi. Et tu as plein de sous-dossiers et c'est en arborescence et c'est hyper pratique quand tu as plusieurs personnages. C'est hyper pratique. T'es sûr ? Tu peux insérer des photos, des vidéos, tout ce que tu veux. Des liens. C'est hyper pratique. Ah, je vais regarder. Ouais. Et quand tu as plusieurs personnages, ça peut être vraiment... et visuellement, tu peux tout avoir sous les yeux. Je vais regarder si tome 2 il y a. Moi, j'aimerais beaucoup. Déjà parce qu'il me manque. Oui. Et que j'ai envie de les retrouver. Ouais. Et qu'en plus, je sais ce qui va leur arriver. Que pour certains, c'est des trucs très chouettes. Pour d'autres, c'est pas ouf. Mais oui, la vie. La vie, quoi. Voilà. Et puis surtout, enfin pas surtout, mais par ailleurs, le tome 3, si tu continues à me suivre, on est en 2025-2026. 2026, élection municipale à Nice. Ah là là. Oui. Voilà. C'est aussi pour ça que je l'ai fait démarrer en 2023. On espère que là, tu vas nous apporter quelque chose de... Eh ben, tu vois, là, je sais pas. La vraie question que je me pose à ce stade, et je n'ai pas la réponse, c'est qui tu vas... Oui. Ouais. Est-ce que tu vas faire un changement ? Est-ce que j'en serais arrivée à mon 3e roman et donc je m'autoriserai encore plus à prendre de distance vis-à-vis de la réalité et je décide que c'est pas le RN qui gagne ou est-ce que je fais toujours ma journaliste et je décide que le RN va gagner et que mes personnages vont se dépatouiller avec ça. Je ne sais pas encore. Ça peut être intéressant, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est que dans le tome 3, ce qui va surtout... ce qu'il va falloir raconter, c'est que Maud et Malika... Ah non! Écoutez, je vous encourage à ne pas acheter le tome 3. Après, elles vont se retrouver, comme tous les personnages existent vraiment. Oui. Et ben, ils ont tous eu derrière. Là, ce que je raconte dans le tome 1, Camille, par exemple, dans la vraie vie, lui est arrivé beaucoup de choses après que je vais raconter dans le tome 2 et qui, elle, pour le coup, c'est pas très rigolo. J'ai vu ton regard s'assombrir, je me suis dit que tu avais compris que pour elle, ce serait pas très marrant. Bah oui, et c'est beau, je trouve, que tu les fasses exister. Ils doivent être hyper heureux de ça. Camille est plus là. Oh non. Oh non. Donc elle peut plus le savoir, mais c'est une façon pour moi de... C'est ça aussi le pouvoir formidable de l'écriture. Mais pour moi, ça a été aussi ça, le vrai bonheur de pouvoir la ressusciter, de ressusciter mon père aussi, puisque Paolo ressemble beaucoup à mon père, et que mon père est plus là depuis 10 ans, mais moi... j'ai l'impression que c'était hier, tu disais que tu adorais ton père, tu vois l'idée, quoi. Donc voilà, et c'est ça qui est formidable. C'est que c'est un pouvoir magique. On les fait revivre, quoi. Complètement. Donc j'ai passé, moi, mes 2 mois d'hiver avec la personne qui m'a inspiré Camille, et puis avec mon père, donc c'était quand même génial. C'est ça, tu peux les faire revivre, tu peux leur faire vivre des choses qu'ils n'ont pas vécues, et c'est, ou juste leur rendre hommage. Ouais, c'est et magnifique. Ça, c'est formidable. Et après, ils vivent dans d'autres esprits. Exactement. Ça, c'est très beau. Ouais. Tu sais que hier soir, avant-hier soir, j'ai reçu dans un de mes romans, je parle aussi de mon père, je parle de lui souvent. Il y avait un roman avant qu'il soit plus là, dans lequel je racontais la maladie d'Alzheimer qu'il a eue. Et mon personnage, qui était très inspiré de mon père, adorait certains groupes de musique, dont Deep Purple. Et l'autre soir, il y a une de mes lectrices qui m'a envoyé une vidéo. Elle venait d'arriver au Hellfest. Et Deep Purple venait d'entrer sur scène. Et donc, elle m'a dit, j'ai pensé à votre papa. Et c'est magnifique. Et elle m'a envoyé la vidéo. Et j'ai trouvé ça sublime. Et je me dis, il existe. Alors, c'est pas vraiment lui, c'est un personnage de fiction, mais qui est quand même très inspiré. Et je trouve ça beau de les faire exister. Et toi, c'est ce que tu fais aussi avec ton père, avec Camille. En fait, ce que je trouve hyper chouette, c'est que pour l'instant, les retours que j'ai,
Déjà, tout le monde aime beaucoup Paolo. Et mon père était quelqu'un qui était très aimé, qui a fait beaucoup de bien à beaucoup de gens, en fait. Et je me rends compte que le personnage de Paolo... Ah, je vais pleurer. Que le personnage de Paolo fait du bien aussi aux lecteurs et aux lectrices qui me disent « Ah, putain, on l'aime beaucoup, celui-là. » Voilà. Parce que mon père était quelqu'un qui était... C'était un humaniste, c'était un tendre, c'était un gentil. Et c'était quelqu'un qui avait une espèce de noblesse d'âme, une rectitude, comme ça, une loyauté, un truc très rassurant pour tout le monde, pas que pour ses filles en fait. Donc voilà, savoir que Paolo fait encore cet effet-là. C'est ça. Tu poursuis son œuvre. Ouais. Voilà. J'avais d'autres questions sur l'écriture, mais oui. Non, il y a un truc qui m'intéresse vachement chez tout le monde. J'essaye de passer à autre chose. Quand tu te relis, qu'est-ce que tu ressens ? Moi, j'ai envie de crever quand je me relis. Est-ce que toi, tu portes quel regard sur ce que tu écris ? T'arrives à apprécier ? En fait, vraiment, toute la partie pénible, je l'évacue en travaillant sur la trame. Oui. Là, c'est laborieux. Mais là, une fois que tu écris, que tu mets de la chair, tu rajoutes ton style. C'est là qu'est ton style. Mais je suis que dans le kiff. Oui. Je suis vraiment que dans le kiff. Oui, et puis, mais moi aussi, mais quand je me relis, je me dis, t'as kiffé écrire ça, vraiment. Non, mais alors moi, je suis pas quelqu'un... Mais on va revenir au sujet qu'on avait avant de lancer l'enregistrement. Je suis quelqu'un qui peut tout à fait reconnaître mes limites, mes erreurs, mes approximations, mais je ne remets pas ma valeur en jeu à chaque fois. Je me dis, bon, c'est pas bon la meuf, va te coucher, demain tu recommences. Mais je n'en ai pas le souvenir parce que, c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à ta question, c'est que je n'ai pas de souvenir douloureux de relecture parce que je me dis juste... Il est pas ouf ton paragraphe, va te coucher, tu le reprends demain. Okay. Mais je me dis pas, je suis une merde. Ouais, je suis nulle, je vais tout supprimer. Non, ça n'arrive pas, mais parce que... Alors, c'est aussi parce que j'ai une approche du métier qui est très artisanale. Pour moi, sans doute parce que je viens du journalisme aussi, pour moi, c'est un artisanat, en fait. Bien sûr. Je fabrique un livre. En fait, j'ai les mains dans le cambouis et je fais un truc. Mais ce truc-là, parfois, peut être un article, parfois, c'est un livre, parfois, c'est une émission de radio. Donc... Je pense que peut-être que ça permet d'avoir plus de distance aussi. De recul, oui. Peut-être. Oui. Voilà. Mais j'ai pas ces moments où je me dis à quoi bon à quoi bon, tout ça. Non, le à quoi bon. Oui, le à quoi bon. Mais je l'ai souvent quand, par exemple, je me rends compte que j'essaye, comme toutes les femmes, de m'occuper de mes 2 enfants petits, d'avoir en même temps des moments avec mon mec, en même temps de m'épanouir dans mon travail et pas oublier d'aller à la salle de sport, et qu'en fait j'arrive pas à tout faire et que là je me dis mais pourquoi je me suis rajouté un livre, et là je peux avoir envie de pleurer très fort, et je peux pleurer très fort quand c'est si dur de trouver du temps pour écrire. Et là je me dis mais à quoi bon en fait, pourquoi je me suis rajouté ça, parce qu'en plus il y a les activités militantes, puis il y a plein de trucs en fait. C'est du temps. Ouais, c'est vraiment du temps. Mais t'as la réponse. Tu sais à quoi bon. Ouais. Mais ça, la douleur, je peux l'avoir là. Oui, bien quand sûr. je me rends compte que c'est si dur de réussir à tout faire. Et moi, en fait, c'est Despentes qui dit ça aussi. Bah oui, on veut tout. Bien sûr qu'on veut tout. Ils ont tout. Donc on veut tout. Et là, je peux pleurer, Je comprends. J'ai eu à peu près les mêmes pleurs quand j'ai vu l'ampleur que représentait un podcast, la création de A à Z d'un podcast. Voilà. Et je me suis dit, mais pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu avais dit que tu te reposais dès le jour de la sortie du livre, allez, je me suis lancée dans ce projet et n'importe quoi. Je suis très contente de l'avoir fait. Voilà, la réponse, on l'a. Oui. On est contente de l'avoir fait. Mais sur le moment, je te dirais que moi, mes douleurs n'en sont pas à la relecture. Mais sont véritablement au moment c'est le process de fabrication qui Oui. Mais je me demande, non, je vais pas je vais te formuler. Est-ce que en faisant un plan aussi détaillé, ça te rajoute pas énormément de temps ? Non, peut-être pas. Peut-être que ça t'en fait gagner énormément. Oui, t'as raison. J'en gagne énormément. Oui, t'as raison. Non, oui, parce que tu n'hésites pas.
Tu es lancée et oui. Et puis en plus, moi, je suis pareil, mentalité de pigiste. Je travaille avec des deadlines. Mon éditeur me donne une deadline et je m'y tiens quoi qu'il arrive. Donc j'ai besoin de travailler pied au plancher ou le dos au mur. Choisis l'image que tu veux, mais moi j'ai besoin de cette tension-là. De travailler un peu dans l'urgence. Toujours. Toujours. Je suis pareil. Sinon je m'étale et puis alors sinon il y a du gras quand j'écris quoi, c'est-à-dire que là je me fais plaisir, là j'ai pas le temps en fait, donc en fait il faut que j'aille droit au but. Heureusement parce qu'il y aurait 10 000 pages sinon. Mais il n'y a pas de gras, je l'ai dit. Non tout est nécessaire. Non, je suis d'accord. Il n'y en a pas. Je suis d'accord. Ça c'est important pour moi. Mais après, je pense aussi qu'en France, on a un rapport tellement sacré à l'écriture qu'on oublie une chose, c'est qu'elle est aussi faite de contingences et que c'est con, mais que quand tu as 2 enfants petits, que l'écriture... que tu écris des livres en même temps que tu écris des articles et que ton métier premier, c'est autre chose. Voilà. Je veux dire, tes journées, elles sont saucissonnées, en fait. Oui. Et donc, des journées saucissonnées, ça ne donne pas d'espace à des longues plages d'écriture. Tu ne les as pas. Donc, très matériellement, tu fais des chapitres courts et tu fais pas de gras. Oui, non, mais... C'est aussi ça. Alors, c'est pragmatique. Ça désacralise un peu les choses, mais pour moi, l'écriture est vraiment un artisanat. Non, je comprends, il faut trouver le temps et c'est pas évident quand tu as un métier à côté, en plus qui te demande, qui utilise le même outil, qui est ton cerveau, ton imagination, ta plume. Et puis il y a un truc aussi, c'est que je pense que là-dessus on est pareil, les enfants t'appellent au secours, t'arrêtes tout et t'y vas. Ah oui, mais j'arrête tout avant même qu'ils appellent au secours. C'est-à-dire que quand ils sont à la maison, je suis avec eux. Vacances, je n'écris pas, mais parce que je peux me permettre ça, c'est mon métier d'écrire des livres, donc je ne fais que ça. Et donc j'écris quand ils dorment et quand ils sont à l'école, c'est tout. Sinon, parfois je déborde un peu jusqu'à 18h, mais à 18h j'arrête, je vais faire à manger, je passe du temps avec eux. C'est ma priorité absolue. C'est pour ça que je fais très peu de salons du livre, très peu d'interviews, tout ça, je reste avec eux tout le temps. Mais c'est beaucoup trop, parce que moi, la maternité, elle a réparé beaucoup trop de choses en moi, je leur mets beaucoup trop de poids sur les épaules, je pense. Je leur paierai un psy. De toute façon, on leur c'est déjà le cas, d'ailleurs. Évidemment. Mais donc, il y a cette question du temps et de l'espace aussi, je veux dire, une chambre à soi, tout ça. Moi, je rajoute une chambre à soi et on fout des sacs de sable devant la porte parce que sinon on se fait envahir tout le temps. La distraction là. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Très concrètement, moi, mon temps, il est vraiment émietté, morcelé. Et c'est ça qui peut me donner envie de pleurer, parfois. Oui, je comprends. De ne pas avoir le temps de tout faire, de faire tout ce que tu as envie de faire. Et de me dire, oh là là, en plus, j'ai... je sais pas, de me dire, je fais ci, je fais ça. Et là, je me dis, ah putain, et en plus, j'ai pris un bourrelet. Oui, mais en fait, oui. Oui, c'est ça. Tu vas pas en plus te rajouter cette charge mentale-là. On est bien d'accord. C'est un travail aussi. C'est un travail de déconstruction. Énorme. On en parlait tout à l'heure, de l'image et de l'importance qu'on lui accorde. Bien sûr. Et ça, c'est parce que c'est aussi ça prend de la place et ça du temps. C'est Ovidie qui le dit très bien. Ovidie, elle dit très bien le temps, l'espace et la thune qu'on consacre à notre apparence physique. Alors que quand tu regardes, tu regardes les mecs dans la rue, dans l'espace public, dans le métro. Et je veux dire, on aurait ce gras devant, on aurait ses poches sous les yeux, on aurait ce goitre et on aurait ses poils dans les oreilles. Mais franchement, on serait en PLS en fait. Et puis on nous commenterait, mais on se commenterait toute seule. C'est ça, c'est surtout le regard qu'on a sur nous. C'est qu'on a grandi avec ce culte de la beauté physique. Mais ça nous assigne à résidence. C'est-à-dire que tu as intérêt à être une enveloppe avant tout. Il faut d'abord cocher c'est la qualité suprême. Et le reste, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Et on est prêt à y consacrer du fric, du temps. J'ai un masque LED. Et en plus, tu vois. Mais derrière, on nous dira qu'est-ce que t'es futile, qu'est-ce que t'es superficiel. Mais complètement, parce que ça se fait, mais bien sûr, en discrétion. Il faudrait que ce soit en plus parfaitement naturel. Oui, complètement. Il faudrait qu'on soit belle naturellement. C'est Marine Léonardi, il n'y a pas très longtemps, qui a fait des vidéos que j'ai trouvées super. C'est en fait, à chaque fois, elle disait, vous n'êtes pas moche, c'est juste que moi, j'ai toute une équipe. Et elle montrait son coiffeur, sa maquilleuse et tout. Et je trouvais ça super de faire ça. Parce que, pareil, sur Insta, une nana que je suis, qui disait, mais en fait, c'est pas que je suis moche, c'est qu'on m'a présenté toujours le même modèle sous les yeux. Donc en fait, tant que tu as un seul modèle de femme blonde, blanche, aux cheveux lisses, grande et mince, tant que t'es pas ça, t'es moche.
Donc, quand tu as une Marine Leonardi qui te dit « Attendez les gars, moi j'ai tout ce staff autour qui désacralise un peu la chose, ça fait un bien fou parce que petit à petit, tu récupères un regard qui est normal. » Ça, c'est le bon côté des réseaux sociaux, c'est qu'il y en a de plus en plus qui montrent leur port dilaté, qui montrent leurs poils sous les bras, qui montrent qu'on a le droit d'avoir des taches, des rides, des poils, des bourrelets. Et du coup, tu as une vision un peu plus juste des choses et donc de toi. Complètement. Et tu n'ériges plus en héroïne des femmes dont la beauté existe, mais est rarissime. Et c'est surtout que tu arrives à comprendre, tu vois l'envers du décor et tu te dis, ok meuf, donc pour être comme ça veut dire que tu y passes un temps fou. Mais pas toutes. Pas toutes, mais en grande majorité, si quand même. Oui. En grande majorité. Mais ça devrait pas être important, en fait. Ça, je suis d'accord. Mais moi, ce qui me fait du bien souvent, c'est de me dire, en fait, c'est des questions de choix de vie. Est-ce que j'ai envie de consacrer mon temps et mon argent à ça ou pas ? La plupart du temps, la réponse est non. Oui, mais ça ajoute une charge mentale énorme et puis des complexes et puis des... Mais bon, j'ai l'impression qu'on progresse sur ça. Et j'ai beaucoup d'espoir dans la nouvelle génération. Ça bouge. Elles sont géniales, les gamines. Elles sont super. Je passe à des questions qui n'ont absolument rien à voir. Je voulais parler des critiques, mais tu t'en fous, non, des critiques ? Oui. Voilà. Ça dépend des critiques. Quel genre de critiques ? Sur tes livres. Par exemple, sur le roman. Ou sur tes livres, les critiques des lecteurs qui peuvent dire... Alors, le roman, c'est encore tout nouveau, donc j'attends de voir. Les essais, en fait... Ça dépend. Non, en fait... non, les essais, je m'en fous. Mais je m'en fous parce que, en fait, par exemple, une critique sur Not All Men... va me conforter dans l'idée que j'ai bien fait de l'écrire. Bien sûr, c'est-à-dire que ce qu'on va me dire, c'est que tous les hommes ne sont pas comme ça. Donc, je veux dire, j'ai bien fait de l'écrire. Donc, en fait, non, les commentaires, de toute façon, quand on est militante féministe, etc., on s'habitue petit à petit, on prend plein la tronche. J'ai eu la chance de ne pas avoir encore de menaces de mort ou de menaces de viol parce que c'est quand même le cas de beaucoup d'entre nous. Moi, j'ai pas ça. Nadia Dame qui avait... Nadia Dame, Rokhaya Diallo, Sandrine Rousseau. Enfin, je veux dire, c'est le lot commun de nombre d'entre elles. Moi, j'ai pas encore ça. Donc, ça m'est très facile de dire je mets ça à distance. Parce que moi, j'ai pas ce niveau-là de violence. Moi, le truc le plus violent qu'on m'a dit, c'est de toute façon, ton pull est moche. Waouh. Donc, quand tu vois le niveau d'adversaire... Bon, donc, en fait, c'est juste que... Voilà, je te dirais que j'ai des commentaires de deux types. J'ai beaucoup de mecs et un peu de nanas qui m'expliquent qu'on crie trop fort, en gros. Donc il faut qu'on apprenne à vivre ensemble. Me donne envie de crier encore plus fort. Et j'ai aussi beaucoup de nanas qui disent merci, c'est cool. J'ai chopé 1 ou 2 chiffres, j'ai chopé 1 ou 2 clés. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait d'écrire. Voilà, très bien. Donc des questions qui n'ont absolument rien à voir avec l'écriture, qui visent juste à conforter une théorie personnelle selon laquelle pour écrire il faut qu'on soit un peu fou, un peu fêlé. Et donc j'ai des questions pour mesurer ta félitude. Oui, elle est grande. Si je regarde ton historique Google, qu'est-ce que je vais trouver ? Que des trucs féministes. Ah, mon historique, pardon, je croyais que si tu googlais Julia Foyce... Non, oui, alors là, oui. Non, toi, quelle recherche tu fais à 4h du matin quand tu trouves pas le sommeil ? Là, c'était climatiseur, beaucoup. Beaucoup de climatiseurs. Non, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que quand... Je suis un kleps, en fait. Mes sœurs m'appellent le fox terrier, c'est-à-dire quand j'ai besoin de... Quand je veux chercher un truc... Ouais, je trouve. Mais je te fais des comparatifs, etc. Et je regarde, et j'ai plusieurs onglets ouverts. Et je me fais derrière un document Word où je vais noter plus, moins de chaque... Parce que je ne sais pas me servir d'Excel, donc voilà. Ah, tu vas jusque-là. Ah ouais. Tu ne fais pas des captures d'écran que tu regardes plus. Ah si, je peux avoir des dossiers. Par exemple, on a eu l'immense chance, il y a quelques années, de pouvoir acheter une maison de campagne. Alors, je précise, ce n'est pas un domaine au Touquet. C'est une ancienne auberge de jeunesse à côté des Mureaux. Parce qu'on a deux garçons qui prennent beaucoup de place. Et à Paris... Actifs. À Paris, il y a des moments où c'est chaud. Donc, là-bas, il fallait tout remeubler. Et là, je suis zinzin. Là, je dors pas de la nuit. Ah non, mais c'est pareil. Alors, tu lis tous les avis des gens ? Bah oui. Oui, évidemment. Et tu vas vérifier si ce sont des vrais avis ? Mais bien sûr. Évidemment. Et là, donc, j'ai mon dossier... La meuf gueule. Canapé. J'ai mon dossier maison de campagne. À l'intérieur, j'ai un dossier par pièce. À l'intérieur, j'ai un dossier par pièce de mobilier. Et donc, des canapés, j'en ai 20, mettons. Mais il faut qu'ils soient et confortables et de bonne facture, bien sûr, et de la couleur. Et puis, qualité-prix, et puis tout ça. Donc, j'en ai 20, je vais me coucher. Le matin, je balaye, j'en enlève 10. D'accord. Et
Et t'en rajoutes 10 dans la journée? Non, je vais jusqu'à 5 parce que mon mec peut en supporter que 5. Au 6e, je vois déjà qu'il est plus concentré. Donc je descends jusqu'à 5. Et quand on est à 5, ça va. J'arrive à le coincer, à lui mettre la tête sur l'ordi et dire dis-moi lequel tu préfères. Voilà, à 5, je peux. 6, je le perds. Ok. Voilà. Ok. Donc je suis obligée de m'en tenir là. Je vois bien. Historique Google, on doit avoir à peu près le même, sauf que j'ai des trucs, parfois, j'ai aussi des questions gynéco, des questions, tu vois. Il y a de tout. Hein. Il y a de tout, ça part dans tous les sens. Quelle est la chose la plus bizarre que tu fais quand tu es seule et qu'il n'y a personne qui peut te voir? Je parle toute seule, je suis comme les vieilles personnes. Ouais. Il y en a beaucoup, ça. Je commente tout. Un truc encore tu parles plus bizarre. À tes amis imaginaires? Oui, encore plus bizarre que se parler seule, s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais quand je suis seule? Ce qui est assez rare. Parce tu sais que je ne sais pas ce que je pourrais répondre à ça. Il faudrait que je trouve une réponse. Non, mais si, je me fais des scénarios dans ma tête aussi. Oui. Si je me raconte des trucs, je me cale sur les rares moments. Alors après, le truc, c'est que moi, je suis assez binaire comme meuf. Je suis on-off. Je suis on 10 mois sur 12, septembre à juin. Donc en fait, là, je n'arrête pas. Donc les moments où je suis seule, en fait, je taffe. Parce qu'il y a un rendement, parce que tout ça, et qu'en fait, tu fais tourner une baraque. Même si, pour le coup, j'ai un mec qui fait beaucoup, mais on s'est réparti les choses de telle sorte que le week-end, c'est plutôt lui, et la semaine, c'est plutôt moi. Donc, il y a beaucoup de choses à gérer. Donc, en général, j'ai assez peu de temps seule à pouvoir chiller, à faire des trucs fous. En fait. Par contre, j'ai des moments off, qui sont mes 2 mois d'été, où là, je ne fous plus rien. Oui. Et j'ai une capacité de glande qui est phénoménale. Et là, je ne fais rien. Mais du tu arrives. Et là, je débranche, c'est vraiment, j'enlève la prise en fait. Et là, Donc vraiment on-off, Oui, c'est assez simple, mon mode de fonctionnement. C'est septembre, juin, pas un jour de congé, pas une seconde de répit. Juillet, août, j'ai de la bouillie là-dedans, je suis plus capable de... Non. Ah ouais, c'est fou. Ma seule conversation, c'est qu'est-ce qu'on mange ce soir. Enfin, oui. Je sais plus. Et c'est pas toi qui décides. Et je vois des stories sur Insta et je fais, oh là là, encore une manif. Non, ça c'est pas vrai. Mais par contre, non, j'ai vraiment, là je regarde tes prises derrière, mais j'ai vraiment le sentiment d'enlever la prise. Ah oui. Ouais, c'est bien d'être capable de ça. Complètement. Mais moi en fait je suis une glandeuse contrariée. Oui. Vraiment. C'est ça. Je veux dire, moi je pense que mon hyperactivité masque une capacité à glander qui est assez phénoménale. Tu t'obliges, tu contrecarres. Des 4 enfants, j'étais la plus glandeuse. J'étais la glandeuse. Oui. Ah oui. C'est-à-dire que mon frère a fait Polytechnique, en gros, donc ça te pose le bonhomme. Et mes sœurs, à 8 ans, elles savaient ce qu'elles voulaient devenir. Et moi, à 20 ans, je savais toujours pas alors que j'étais en train de faire. Et en fait, on me disait, mais tu vas faire quoi avec une maîtrise de lettres sur Balzac? Et pourtant, aujourd'hui, tu es hyper active, quoi. À part les 2 mois d'été. Voilà. Mais oui. Voilà. Et donc là, j'ai retrouvé... Mais c'est génial parce que tu arrives à trouver à compartimenter en fait. Tu compartimentes pour les messages que tu reçois 1 heure par jour ou par semaine. Tu compartimentes ton été, t'arrives vraiment, tu gères ton cerveau comme un tableur Excel. Tu vois, tu sais gérer Excel en fait. J'ai des files en fait que j'ouvre et que je ferme. Ah oui. Mais sinon, j'y arrive pas. Je suis admirative. Écoute, en tout cas, non, mais je pense que c'est un truc de contrôle ça encore. Quelle est ton opinion inutile la plus tranchée? J'en ai plein. Ah ouais, mais j'adore. J'ai plein de certitudes. Plein de certitudes. Par exemple, quand tu fais une salade tomate mozza, tu mets pas de vinaigre en fait. Pardon? Ah non. Pourquoi? Huile d'olive, sel, basilic. C'est tout. Non. Ah non. Ah bah non, tu peux pas faire ça. Ah oui? Donc voilà. Un petit balsamique? Non. Bon. Il n'y a pas besoin. Sel, une très bonne huile d'olive. Alors, il faut une très bonne mozza. Mais évidemment. Mais Virginie, enfin... Oui. Non, tu choisis très bien ta mozza, tu choisis très bien tes tomates, ton basilic. Je mets toujours du vinaigre. Non, moi, j'arrive pas. T'es à 2 doigts de me convaincre. Hein. En effet, t'es très tranchée. Ah ouais. Ah non, mais moi, c'est sûr. C'est sûr que c'est non. Mais j'ai des types, c'est carré, quoi. On négocie pas, en fait. Ok. C'est comme ça qu'on fait. Non, puis sur la bouffe, je suis un peu chatouilleuse aussi. Ah oui. On déconne pas. Et non, pareil. Les gens qui mettent de la crème sur leur pizza, les gens qui mettent de l'œuf sur leur pizza, je pourrais crever en fait. Ok, ça je suis d'accord. C'est non. Les crever ou les crever. Ouais, ça j'hésite. Et puis c'est comme le sucre dans le café, en fait, on n'en met pas. Non, on fait pas ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas. En fait. Ou alors on n'aime pas le café. Mais donc tu passes au thé en fait. Exactement. Tu pars dans la team thé. Je ne bois pas de café pour ça, en partie, parce que je mettais 2 sucres. Ah mais non. Et je ne les mets que comme ça. Malheureusement. Non, faut pas faire ça.
Quel est l'objet le plus fou que tu possèdes? Enfin, le plus bizarre, le plus absurde? T'as rigolé, t'as eu une idée. Mais t'oses pas le dire. J'ai pensé à un god, évidemment. Mais c'est pas vraiment absurde. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pas dit. Non, quand j'étais petite, je collectionnais mes croûtes. Pardon, j'ai perdu le sourire là. J'ai mon sourire qui s'est éteint d'un coup. J'avais une maison qui était en fait une maison en bois, qui était un jouet, hein, avec plein de petites cases. Oui. Ok. Et je pense que les filles plus normales mettaient des perles dans chaque petite case. Et moi, en fait, dès que j'avais une croûte au genou, je me l'enlevais. Je la mettais dans une case. Et tu l'as laissé sécher? Et oui. Tu lui donnais un prénom? Non, j'allais pas jusque-là. Mais je me rends compte que je fais un peu la même chose avec les dents de mes fils. Ah oui. Et en fait, je les collectionne. Ah mais oui. Ça ne sert qu'à moi. Oui. Mais j'ai tout. Tu les gardes, bien sûr. Ouais. Et les croûtes, tu les regardes aussi? Non. Les croûtes, non, mais par contre, c'est moi qui m'occupe des ongles, c'est moi qui m'occupe de tous les trucs un peu. Et tu jettes. Un peu dégueux. Ouais, mais je suis obligée. La première mèche de cheveux, t'as gardé? Je l'ai, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Moi aussi. Mais enfin. Mais les croûtes, je te remercie. Ça me va comme réponse. En effet. Je crois que c'est la tu les as jetés depuis? Oui. Depuis l'enfance. Mes parents m'ont forcé. Ah oui. Ils sont durs. Mais ils sont. Ouais. Alors j'ai vécu l'enfance très difficile. Oui, je trouve. Pas assez. Et par exemple, puisqu'on se parle de croûtes, j'en ai parti à Venise avec mes parents. J'étais petite et en fait, j'ai passé les vacances familiales avec une croûte de parmesan que j'ai léchée comme ça. Mais tout le voyage, en fait. Oui. Et le soir, je la cachais sous l'oreiller. Pour pas qu'ils la jettent. Oui. Oui. Mais ils l'ont jetée. Ah. Je jure. Tu l'aurais encore? C'est ça. Ah, je pense. Oh, oui. Ton mon doudou parmesan. Mon doudou croûte. Oui. Ok. Quelle est la chose étrange que tu trouves réconfortante? Une croûte de parmesan, bien sûr. Lécher une croûte de parmesan. Après, j'ai des tu préfères. Tu préfères qu'un bug dévoile à tous ton manuscrit en cours ou qu'un bug dévoile à tout le monde en permanence tes pensées au-dessus de ta tête? Ah non, surtout pas ça. T'es fini là. Non, je suis dead. Vraiment, je suis dead. Mais je crois que tout le monde qui pourrait afficher ses pensées. Et puis t'imagines le bordel ambiance si tout le monde savait ce que l'autre pensait. Non, ça serait pas génial. L'enfer. Ah non, c'est ça. Mais on s'entretuerait, oui. Je pense. Oui. Tu préfères éternuer à chaque fois que tu écris une virgule? Il y en a beaucoup chez moi. J'ai changé mon tu préfères parce que je me suis dit que bon. Ou faire un gros fuck à chaque fois que quelqu'un vient te voir en dédicace. Au début, j'avais mis ou faire un gros fuck à chaque fois que tu croises un homme. Mais la réponse était trop évidente. Non, je crois que... Non, parce que moi, j'aime beaucoup les moments de dédicace, j'aime beaucoup les rencontres avec les... Donc, t'as pas envie de leur faire des gros fuck? Non, après, voilà... Je me retiens en revanche beaucoup quand je tombe sur effectivement des mecs, tu sais pas pourquoi ils ont échoué sur ton stand, je comprends pas, en fait, et qui me donnent des, enfin, qui soit me disent je vais l'acheter le pas tous les hommes parce que je dis bien à ma fille que pas tous les hommes, ou je vais avoir des nanas qui vont m'expliquer. La dernière en date, c'était au salon de Nice. Une nana m'explique que elle, en fait, elle est pas du tout féministe. Non, oui, il y en a plein qui s'en défendent. Oui. Et elle me dit qu'elle n'est pas féministe, qu'elle pense pas comme moi, parce qu'elle, au moins, à son époque, les femmes savaient se défendre, c'était des vraies femmes, et d'ailleurs, elles donnaient des coups de sac. Ah alors. Je dis écoute. Alors, ça sauve de tout, les coups de sac. Voilà. Donc, tu as ces rencontres improbables, mais sinon, globalement, j'aime bien, moi. Elle, t'aurais pu lui faire un gros fuck? Non, même pas. Non, parce que je crois que pour les femmes de cette génération, c'est très compliqué de se rendre compte de ce qu'elles ont dû encaisser. Elles sont à l'endroit où on les a mises, en fait. Ouais. Je crois. Non, puis t'imagines soulever le couvercle. Ouais, c'est ça. J'ai encaissé tout ça, et en fait, ça s'appelait ça doit être dévastateur. En fait, ça s'appelait un viol. Enfin, oui. Et là, on se parle de nana qui a une dame qui avait 70 balais. C'est chaud. Non. C'est oui. Tu préfères un article dévastateur dans le monde des livres ou dans le journal de ton choix ou 0 article? Elle est un peu naze, celle-là. Je crois que je préfère pas d'articles parce qu'avec mes amis imaginaires, du coup, on se raconterait qu'on a eu plein d'articles super. Ah oui, c'est bien. Hein. Ils sont sympas, tes amis imaginaires. Très sympa. Tu préfères... Oui. C'est ton préf. Tout ça. Mais oui. Franjoc. Je ne sais pas, mais je ne sais même pas ce que ça veut dire. Hein. Ok. Franjoc. Ouais. Tu préfères que le monde soit confronté à une pénurie de créoles? Il n'y a plus aucune nulle part. Ah non. Attends.
t'as pas l'autre. Ok. Ou que toutes les radios diffusent le nouveau duo entre Patrick Bruel et Noir Désir. Oh merde. Parce que tu sais qu'il y a des radios qui diffusent encore Noir Désir. Je sais. Je suis outrée à chaque fois que je l'entends, mais très souvent. C'est ouf. Alors, je dirais l'option B, pas par manque d'humour, mais parce que en vrai, j'étais confrontée à des pénuries de créole. Tu le sais, il y a des périodes où c'est moins la mode. Et quand, à l'époque où il n'y avait pas Internet, parce que là, quand on est des périodes où c'est moins la mode, sur Internet, tu finis toujours par trouver. En plus, moi, j'achète de la merde. Toi, t'as des très jolies boucles d'oreilles. Moi, j'ai de la merde à non, à j'ai 2 beaucoup balles, de quoi. merde. Celles-là, oui, elles sont un peu plus... Donc, moi, je fais des stocks, en fait. Tu vois, comme Mais les c'est gens pour ça, qui si t'as des comme les stocks, gens qui n'ont pas eu à manger pendant la tu peux- guerre. ouais. Tu vois, moi, j'ai des stocks de créole, en fait, chez moi. Donc, en fait, je suis capable de résister à de longues pénuries maintenant. Oui. Je me suis organisée. Oui. Tu vois, Oui. comme on a su s'organiser pendant les pandémies, tout ça, moi, je me suis organisée. Je sais qu'un jour, la créole sera moins à la mode, que j'en trouverai plus Mais difficilement. t'en as jusqu'à la fin de tes J'ai jours. mes stocks chez moi, Ouais. franchement. Donc ça va. Tu vois, mais par contre, qu'on me bastonne du Quentin et du Bruel Ouais. dans la tête, ça, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est très Ça, j'ai pas compliqué. d'antidote, à part le féminisme. Mais Oui, mais je comprends pas qu'on le passe encore. Bon. Tu préfères ne plus jamais écrire ou ne plus jamais lire? Alors, je crois que je préfère ne plus jamais lire parce que c'est lié à mes enfants. Écrire est mon refuge à moi. C'est-à-dire, c'est le moment où c'est mon moment à moi. Ils sont pas là. J'ai pas d'intrusion dans mon espace-temps, etc. Et je me crée un monde où je fais ce que je veux et où il se passe ce petit miracle qui est que quand je commence une phrase, je peux la terminer, que quand je commence une action, je peux la terminer, par exemple, chose qui n'arrive plus à partir du moment où tu as les enfants dans les parages. Je veux dire, le simple fait de se dire tiens, je vais me faire un café, tout peut arriver. Même je vais aux toilettes. Et Tu le n'es moment plus où tu jamais es au seule. café, plus jamais. Donc, c'est un vrai refuge, alors que à l'inverse, lire m'est beaucoup plus compliqué depuis que j'ai des enfants. Parce que tu as toujours des pensées intrusives Oui. tout le temps. Oui. C'est, ah putain, est-ce que j'ai appelé le kiné? Oui. Ah putain, il n'y a plus de couches. Mais c'est fou. Et donc lire Oui, est plus compliqué. ça demande plus de concentration et Ouais. qui est plus difficile à atteindre. Ouais. Je Ah ben suis là, moi, d'accord. mais pareil, on-off, Ouais. moi je lis en juillet-août. Oui. Le Je reste lis de beaucoup l'année, plus je lis l'été pour le aussi. boulot. Oui. Parce que quand je vais interviewer quelqu'un, j'ai lu le livre et puis voilà. Mais c'est pas du tout le même type de lecture. La lecture plaisir où tu te fonds Oui. dans l'univers de quelqu'un, ça C'est pour les vacances. Ouais. Dernière question. Si tu pouvais échanger avec la Julia qui écrivait le premier chapitre de son premier livre, alors peut-être pas, je sais pas, tu choisis, peut-être pas ton témoignage, je sais pas. Si je peux échanger quoi? Non, si tu pouvais échanger avec Ah. la Julia de cette époque, qu'est-ce que tu lui dirais? Si, la Julia qui écrit... Non, puisque le premier Une livre, sur c'est deux, pour- oui, peut-être. Ou non, point G comme Julia. Ouais, si j'échange avec les... Je vais lui dire, vas-y, continue d'écrire et de dire que rien de grave ne t'est arrivé dans la vie. Dans 3 ans, tu vas tout raconter, ça ira mieux après. Voilà. Non, je lui dirais que... Et à la Julia, je suis une sur deux, je lui dirais, tu t'es gouré, ce sera pas le dernier livre. Tu pensais que ce serait le dernier? Mais moi, j'en étais Le sûre seul. jusqu'à... J'en étais sûre à chaque fois. En fait, jusqu'à l'année dernière. L'année dernière, je me suis dit, en fait, j'en ai écrit plus d'un. Donc peut-être, en fait, je suis L'impression autrice. d'avoir tout dit, c'est ça? Non. C'est une espèce d'un truc de légitimité de me dire, je suis pas autrice. Non, moi, je suis journaliste et j'ai écrit un livre. Ok. Je suis journaliste et j'ai écrit 2 livres. Je suis journaliste, mais j'ai écrit 3 livres. Donc Et tu en fait, dis pas, je suis autrice. Si. c'est tout récent. Ça fait moins d'1 an. Autrice. Ça Après, romancière, écrivaine. Non, ça fait moins d'1 an que je le dis. Pour moi, Ok. ma colonne vertébrale, c'est vraiment... Journaliste. Ouais, c'est mon taf, en fait. Et ça, je m'en suis détachée. Alors déjà, il y a une succession de livres qui fait qu'à un moment donné, je dis, Oui, ils existent. je suis pas autrice. Et puis l'autre truc, c'est de me dire que ça arrive un peu concomitamment, c'est qu'au moment où un terme vire, je perds mon émission, je perds une partie de mon d'identité professionnelle, parce que moi j'ai 25 ans de radio quand même, donc tout à coup il y a une page très longue qui se ferme, et donc je me dis, oh waouh, donc en fait ça c'est terminé. Alors c'est terminé pour un temps, l'instant, évidemment. oui. Évidemment, je retournerai à la radio quand ce sera de nouveau possible. Enfin, j'adore ça et la radio me manque, mais il y a eu un switch qui s'est fait, c'est-à-dire qu'au moment où la radio s'arrête, je me mets à écrire mon premier roman, donc le point de bascule il s'est fait là, Ton je crois. identité professionnelle Ouais. un peu muée. Ouais. Ok. J'ai une question par quelqu'un d'autre.
Attends, hop. Julia, es-tu au courant que toutes les autrices n'écrivent pas 10 chapitres de 15 000 signes par semaine? Es-tu au courant que toutes les autrices ne font pas des réunions titres, en plus titres de chapitres, en plus de réunions sur les personnages? Julia, es-tu au courant que tout le monde n'écrit pas un livre de 496 pages en moins de 3 mois, tout en ayant les 2 tomes suivants dans la tête? Très très fort, bisous. Guillaume Robert. Guillaume Robert, ton éditeur, merveilleux. l'éditeur de ton roman. Ouais, merveilleux éditeur, qui vraiment a cru en ce livre tout de suite, et avec qui on s'est dit très vite, en fait, comme on voulait que ce soit feuilletonnant, parce que quand même la référence que j'ai en tête, c'est les Chroniques de San Francisco, qui à l'origine étaient écrites, oui. diffusées sous la forme de feuilleton dans un journal. Et moi, je voulais vraiment tenir le lecteur en haleine. Et du coup, j'ai proposé à Guillaume un truc qu'on ne fait pas d'habitude. D'habitude, je lui lis vraiment le manuscrit terminé. Et là, je lui dis, est-ce que tu es OK pour lire tous les lundis matins, tu as ta livraison des chapitres que j'ai écrits la semaine précédente. Et tu me dis si, en fait, tu as envie de continuer. Si tu as envie de savoir ce qu'il y a. Ah oui, tu lui as fait sous forme de feuilleton. Exactement. Et en fait, il a joué le jeu et ça a marché. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ça fonctionnait comme ça, parce qu'en plus, il l'a fait lire à 2 personnes dans son bureau. Et il semblerait que les 3 avaient très envie d'être au lundi matin pour lire voilà, pour lire ce qui arrivait. Mais alors, pour ne rien te cacher, c'est vraiment pas pour te servir la soupe. Tu sais qu'on a décidé que tu viendrais dans l'épisode assez récemment et je voulais avoir commencé au moins ton livre pour te recevoir. Et je pensais vraiment lire quelques pages. Et en plus, en ce moment, c'est très difficile de me happer parce que j'ai tellement de choses dans la tête et j'ai été happée. Je ne voulais pas l'arrêter et je le continue et je vais le continuer. Je n'ai qu'une hâte, c'est le retrouver. Donc, mais vraiment. Super. Il y a une addiction immédiate. C'est vrai ? Oui, et un attachement au personnage immédiat. Et voilà. Donc, ça, c'est top. Ouais, ça marche vraiment. Trop bien. Ce que tu as voulu créer fonctionne Trop vraiment. Bien. Et est-ce que toi, tu as une recommandation de... Je ne sais pas si je t'avais prévenu. Non, mais... que tu pouvais réfléchir à ça. Livre ou série, un truc plutôt écrit, donc français. Écrit chanson, spectacle. Pas film. Si. Alors, Jim Queen. Il faut aller voir Jim Queen. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu vas diffuser l'épisode, mais si vous allez au cinéma tu m'as dit dans un vocal Jim Klim. Oui. Oui, je te dis, je vais voir Jim Klim parce que c'est tellement gênant. Jim Queen. Il faisait super chaud, elle m'a dit je vais au cinéma voir Jim Klim. Non, Jim Queen. Voilà, c'est vachement bien. Okay. En fait, le pitch, c'est un mec gay, très accro aux salles de sport, au culte du corps, etc., qui est atteint par un mystérieux virus qui s'appelle l'hétérose. Et tout à coup, il se met à vouloir porter des doudounes sans manches. Et c'est très drôle. C'est génial. Et en même temps, c'est hyper fin, c'est hyper malin, c'est vachement bien. Ça, c'est pour la reco ciné, mais après, je sais pas quand est-ce que tu diffuses l'épisode. Donc, ce sera peut-être plus en salle à ce moment-là. Donc, reco lecture, pardon, mais... tous les livres de la Meute, en général, parce que c'est des bouquins hyper bien pensés. Donc, ils démontent des phrases à chaque fois. Voilà, l'idée, c'est que tu prends une phrase type et tu la fais démonter par une autrice. Et c'est des petits bouquins. Ça se lit bien, ça se lit vite. C'est très grand public. On peut les offrir. Évidemment, c'est hyper joli. Toutes les couvertures sont canon. C'est très ludique. En fait, jusqu'à Lorraine, celle de Lavaux, l'éditrice, c'est une folle furieuse. Elle va jusqu'à repimper ou twister toutes les petites mentions usuelles qu'on a. Donc en fait, allez tout lire, même la dernière page, la toute petite ligne, elle a tout c'est génial, c'est comme des Kinder Surprise. Ah ouais. Il y en a partout. Et elle est hyper drôle. Et donc toute la collection est super. Celui que j'ai particulièrement aimé là tout récemment, c'est celui de Maud Lerest, qui a écrit « Toi, t'es pas comme les autres filles ». Donc c'est à la fois très malin et à hurler de rire. J'ai ri. C'est vrai ? J'ai ri. Ça m'a fait poster une story sur laquelle j'ai mis #Chlamydia. Si vous lisez, vous comprendrez. Ok, ben merci beaucoup Julia. Bah, tu rigoles. C'était super. J'ai adoré échanger avec toi. Ça a duré très longtemps. Je pense que je vais pas beaucoup couper. Ça va durer. À part le. Du coup, il va falloir que je coupe aussi ça. Non, tu peux le garder. Ça, je peux le garder, mais je couperai le moment où tu baves. Non, tu peux tout garder. Allez.
Je garde tout. C'est authentique. Voilà. Mais c'était Garantie super. en montage. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir parler ici sans savoir à quoi ça allait ressembler. Et, Confiance en toi. Je te dis, Between Us, Yes. c'est une espèce de truc où ça a commencé par un petit texto qui est clac, clac, clac. Ouais, Tu vois, et c'est allé vite. quand ça va vite, Ouais. ça veut dire que c'est Ça ça. match. Et puis voilà. Ouais, je suis d'accord. Je veux des J'étais en vocaux tous les confiance. jours, s'il te plaît. Mais tu en auras tous les Je jours. veux plus manquer. Merci à vous d'avoir écouté Cahiers de brouillon. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous aussi, que vous avez moins chaud que nous. Putain. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube. Il y a d'autres plateformes d'écoute. Pourquoi je ne les dis pas toutes? Je ne connais pas les autres. C'est pour ça que dit toutes les plateformes d'écoute. Oui, toutes les plateformes d'écoute. On redit toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez commenter, vous pouvez en parler autour de vous, partager, nous suivre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao.